Yo les archers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour le résumé du mois, ma vidéo résumé du mois de juillet. Donc, je vous rappelle que tous les mois, début de mois, j'essaie en tout cas de faire dans cela. Je fais un petit résumé du mois précédent. Pas un vrai résumé, juste un résumé rapide d'un événement global ou plusieurs événements qui sont en lien avec un seul pays ou une seule entité donc il s'est passé le mois d'avant. Donc je rappelle du coup que pour l'instant, on a fait du coup six, enfin techniquement cinq, mais pour ma vidéo résumée du mois de mai, je considère que ma vidéo sur l'Eurovision couvre un peu tout ce qui s'est passé ce mois de mai. Donc j'ai fait des vidéos résumées de tous les mois, de janvier jusqu'à juin, et du coup, maintenant que juillet est terminé, je peux officiellement faire ma vidéo résumée sur le mois de juillet. Et je dois dire que juillet, jusqu'à présent, ça a été le mois le plus dur pour créer un script pour la vidéo résumée, parce que il s'est pas passé grand-chose de fifou. Alors bien sûr, il y a eu la Coupe du Monde, ou en tout cas la finale de la Coupe du Monde, dont on va parler d'ailleurs dans cette vidéo. Mais voilà, cette vidéo sera un mélange de trois événements moyennement mineurs. Je dirais que c'est pas des événements incroyables non plus, mais qui sont tous en lien avec un seul pays. Vous l'avez vu dans le titre. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'Espagne. Et vous savez probablement déjà de quoi je vais parler après avec la miniature, mais voilà. Je vais rentrer en détail du coup dans ces trois événements, dont un en particulier, le dernier dont on va parler. Mais pour y arriver, du coup, je vais passer dans l'ordre chronologique. Et je rappelle que du coup, dans cette vidéo, si vous avez bien lu le titre, vous saurez que on va parler du plus haut de l'Espagne dans ce mois de juillet jusqu'au plus bas. En effet, l'Espagne a connu des hauts très très hauts et des bas très très bas en ce mois de juillet. Et ça va probablement continuer en ce mois d'août, pour le plus bas malheureusement, mais aussi pour le plus haut peut-être. Et on va commencer par le point le plus haut pour l'Espagne, c'est-à-dire la Coupe du Monde, en effet, la Coupe du Monde de football de la FIFA. Donc cette année, c'était la 23e édition de la compétition, qui est opposée du coup encore une fois à des équipes nationales de foot. Elle s'est jouée le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford dans le New Jersey, qui est du coup au sein de l'agglomération new-yorkaise. Donc ils ont dit que c'était à New York, mais c'était au New Jersey. Et a eu s'affronter du coup l'Espagne et l'Argentine, tenantes du titre. Donc je rappelle que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde 2022, donc la précédente avant celle de cette année. Je rappelle que le tournoi, du coup, la Coupe du Monde a vu s'affronter les pays hôtes, donc le Canada, le Mexique et les États-Unis, avec 45 autres équipes issues de la phase de qualification organisée par les six confédérations de la FIFA. Je rappelle que 45, enfin 48 du coup avec les trois autres, c'est le nombre le plus gros de participants qui ait jamais eu dans une Coupe du Monde de FIFA, je crois, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est déjà bien. Donc les 48 équipes ont disputé une phase de groupe à l'issue de laquelle 32 d'entre elles se sont qualifiées pour la phase d'élimination directe. Donc en route vers la finale, l'Espagne a terminé première du groupe H. Je rappelle qu'il y avait du coup 12 groupes, il me semble, nommés après les 12 premières de l'alphabet, donc de AL, avec deux victoires et un match nul avant d'éliminer l'Autriche en 16e de finale, le Portugal en 8e, la Belgique en quart de finale et la France en demi-finale. En demi-finale, vous en avez pour nous entendu parler de ce match. L'Argentine, quant à elle, a terminé en tête du groupe J avec 3 victoires, puis a battu le Cap-Vert en 6e de finale, l'Égypte en 8e, la Suisse en quart de finale et l'Angleterre en demi-finale. La finale s'est jouée devant précisément 80 663 spectateurs et a été arbitrée par le Slovène Slavko Vincic. L'Espagne du coup a dominé la possession et s'est créé de nombreuses occasions de but tout au long du match. Le gardien argentin Emiliano Martinez, dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez regardé le match. Moi je l'ai regardé, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été déçu au final. Pas parce que l'Espagne a gagné, spoiler, mais j'ai quand même été déçu parce que le match était un peu nul. Donc le gardien argentin Emiliano Martinez faisant échec à plusieurs reprises à leurs offensives du coup. L'Argentine réduite à 10, je rappelle que de base ils sont 11 sur le terrain, donc réduite à 10 après l'expulsion d'Enzo Fernandez en seconde période, n'a pas tenté le moindre tir durant le temps réglementaire, une première pour une finale de Coupe du Monde. Donc voilà, même eux ils se faisaient chier en fait, je crois. Le score restait vierge jusqu'en prolongation, moment où Ferran Torres a marqué sur une remise de la tête de Nico Williams, offrant ainsi la victoire du coup 1-0 de l'Espagne. Dans les dernières minutes, l'Argentine a manqué plusieurs occasions d'égaliser. Une bagarre a malheureusement éclaté entre les deux équipes après le match, mais bon, c'est le foot, ça m'étonne pas. Cette victoire a offert à l'Espagne son deuxième titre de champion du monde, le premier depuis 2010, du coup, le premier et unique depuis 2010, et a fait du pays le premier à détenir simultanément les titres mondiaux masculins et féminins, l'équipe féminine qui a remporté le sien en 2023, la dernière Coupe du Monde féminine de football, de la FIFA aussi, j'imagine. Torres a été désigné homme du match.
La rencontre a enregistré un nombre record d'arrêts pour une finale de Coupe du Monde avec 11 interventions du gardien argentin Emiliano Martinez. Le match a été précédé de la cérémonie de clôture du coup, et il s'agissait de la toute première finale de Coupe du Monde à inclure un spectacle à la mi-temps. Voilà, où vous avez, si vous l'avez regardé, hein, vous avez probablement vu du coup Shakira et Burna Boy forcément avec Dai Dai, mais aussi Justin Bieber, les BTS et il manquait Madonna. Voilà, qui ont fait des petites apparitions comme ça. C'était très éclaté au sol, je trouvais, mais c'est pas grave. C'était drôle. Ce qui a porté du coup la durée totale de la pause à plus de 27 minutes en contradiction avec le protocole de l'International Football Association Board, l'IFAB. Bon, ça c'est bien beau. Du coup, l'Espagne, juste ici, je rappelle hein, le drapeau de l'Espagne, très heureuse, j'imagine, d'avoir gagné cette Coupe du Monde. C'était pas assez prévisible quand même, je pense. L'Espagne, c'était une équipe. Enfin, de ce que j'ai entendu parler, c'est de ce dont j'en ai entendu. Hein, de ce dont j'ai entendu. De ce que j'ai entendu plutôt même, l'Espagne est une plutôt bonne équipe, donc c'est pas ultra surprenant non plus. Mais voilà, donc c'est première news de l'Espagne au final de ce mois de juillet, c'est qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. J'imagine que la plupart des gens étaient contents pour eux, à part peut-être les Argentins et les Sud-Américains en général, j'imagine. Et encore, j'ai vu quelques Argentins dire que c'était mérité. Euh, Dans l'ensemble, voilà, positif début de ce mois de juillet pour l'Espagne, qui a été suivi par des incendies. Voilà, c'est fantastique. Donc oui, on va bel et bien parler des incendies qui sont aussi propagés, qui sont aussi produits en France, au Portugal et actuellement en Grèce également, si on parle de l'Europe en général. Voilà, on a surtout entendu parler du coup de nous, du coup, parlons en France, notamment dans le Var. C'est actuellement dans le Var là où c'est plus compliqué, mais aussi en Gironde et dans les Landes, j'imagine. Voilà, donc c'est assez compliqué, mais l'Espagne aussi a beaucoup souffert et limite plus que nous, vu que même la capitale a failli être touchée, Madrid. Donc voilà, en ce mois de juillet, des incendies de forêt ont touché l'Espagne, étant signalés dans le nord et le sud du pays, donc partout en gros. 150 000 hectares ont brûlé. Les feux de forêt ont été exacerbés par les vagues de chaleur européennes. Almeria, donc c'est une ville espagnole, je rappelle, a connu l'incendie de forêt le plus meurtrier du sud de l'Espagne. Un incendie s'est déclaré dans le parc naturel de la Sierra Norte à Guadalajara. Voilà. Le 23 juillet, le feu de forêt a ravagé plus de 32 000 hectares. Encore une fois, c'est absolument énorme. Des incendies de forêt ont également touché le nord-est de l'Espagne, donc la Catalogne. Le 24 juillet, deux incendies survenus dans les provinces d'Avila et de Madrid, à environ 50 kilomètres à l'ouest de la capitale. Donc voilà, c'était vraiment proche. Les flammes ont fusionné pour former un seul brasier. Ce feu de forêt qui a ravagé 15 000 hectares à cheval sur les deux provinces a été jugé impossible à contenir pour les pompiers par les autorités espagnoles. Il a entraîné l'évacuation de 60 000 personnes et a touché le complexe de communication spatiale lointaine de Madrid. Dans la province de Castillo, un incendie a commencé à ravager des hectares de végétation par des zones montagneuses de la commune de la Vall d'Uixó le matin du 25 juillet. Le front de l'incendie a pénétré dans le parc naturel de la Sierra de Espadan. Le 26 juillet, le feu s'était propagé, brûlant environ 6500 hectares et entraînant l'évacuation de 18 000 personnes. Puis dans l'après-midi, le centre de coordination des urgences du gouvernement valencien a émis des ordres d'évacuation pour les communes d'Azuebar et d'Almedirar, toutes deux situées dans l'enceinte du parc naturel. 19 personnes ont nécessité des soins médicaux en raison de l'inhalation de fumée. L'incendie serait d'origine criminelle, ce qui n'est pas si surprenant. Le centre de coordination des urgences a par la suite émis une nouvelle alerte, cette fois pour ordonner le confinement de la commune de la Vall d'Uixó, puis celle des localités voisines de Betchi et Donda, en raison de fumée dégagée par le sinistre. Le 29 juillet, les autorités ont autorisé des milliers de personnes évacuées à rentrer chez elles, tant mieux. L'Espagne a activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour soutenir la lutte contre les incendies de forêt. L'Union européenne du coup a déployé 6 avions de lutte contre les incendies en provenance de Grèce, d'Italie et de Turquie, ainsi que 134 sapeurs-pompiers et 41 véhicules venus du Portugal. Le programme Copernicus a également fourni des services de cartographie satellitaire d'urgence pour appuyer les opérations d'intervention, tandis que des équipes européennes de lutte contre les incendies, déjà prépositionnées en Espagne, ont été immédiatement déployées en renfort des équipes nationales. Le feu depuis s'est stabilisé, en tout cas dans la plupart des régions d'Espagne, ça a continué malheureusement de brûler vers le nord, je crois. Voilà, on va pas s'en sortir. Cet été, il est brutal.
Mais voilà, donc déjà, ça fait mal au cul pour l'Espagne, quand même, de passer à la victoire de la Coupe du Monde, pardon, à des incendies de forêt comme ça. Alors évidemment, les incendies avaient déjà commencé à peu, enfin pas à ces proportions-là, mais avant le match final de la Coupe du Monde, bien sûr. Euh, Ça n'empêche que c'est largement aggravé à partir du 20 juillet dans ce zoo-là. Voilà. Mais c'est pas tout ce qui est arrivé à l'Espagne en ce mois de juillet, parce que là on va partir sur un problème assez récent, 30 juillet. Euh, vous en avez probablement entendu parler. Vous parlez d'une crise entre l'Espagne et le Maroc. Des milliers de personnes marocaines ont infiltré la ville enclave espagnole de Ceuta. Donc je rappelle que Ceuta, c'est une ville, c'est un territoire enclavé dans le Maroc, mais qui appartient à l'Espagne. Enfin, dans le Maroc, ça a quand même la côte, mais c'est rattaché au Maroc et non à l'Espagne continentale. Tout comme Melilla d'ailleurs, Melilla a aussi vu quelques personnes marocaines pardon, infiltrer le territoire, mais beaucoup moins que Ceuta. Euh, voilà, voilà. Donc je vais raconter en détail le pourquoi du comment que ça s'est passé. Ça va ressembler plutôt à une vidéo normale à partir de là, enfin une vidéo résumée normale parce que surtout cette partie-là que je vais développer pendant les prochaines 50 minutes, donc enfin peut-être 40 plutôt. Mais voilà, c'est ce truc que je vais développer pendant longtemps cette vidéo. Donc vous allez m'entendre parler du Maroc et de l'Espagne et de ce que les autres pays européens ont à dire là-dessus aussi, et même pas que européens. Voilà, je risque de m'énerver vers la fin de cette vidéo parce que ce problème, cette crise qui au final, personnellement vraiment je trouve que c'est pas si grave que ça. Enfin c'est grave pour les Marocains en fait et pour l'Espagne, ben c'est pas si important que ça. Enfin de toute façon, c'est pas comme si les personnes qui arrivent à débarquer à Ceuta peuvent après aller en Espagne continentale. C'est pas si facile que ça. Donc voilà, il y a quelques propos qui ont été dits dans ces vidéos, qui vont être dits dans ces vidéos, qui seront un peu violent. On va pas se mentir là-dessus. Il y a quelques personnes citées, mentionnées dans cette vidéo, qui vont dire des choses relativement directes, relativement violentes et relativement agressives. Donc c'est sûr que ça va pas être incroyablement joyeux le reste de cette vidéo. Déjà les feux de forêt c'était pas fou, mais là ça va l'être encore moins alors que c'est parti d'un problème vraiment moindre, entre guillemets moindre, euh, comparé à ce que ça aurait pu être, clairement. Enfin, vu les propos qui ont été dits, on dirait que c'est une invasion au final, alors que ben, pas du tout, c'est juste des personnes qui cherchaient refuge en Espagne parce qu'ils ont une vie misérable là où ils habitent. Bref, on va faire un petit résumé d'abord, ensuite je vais partir dans les détails, le contexte de cette crise et après les réactions de toutes les personnes qui n'ont absolument pas leur mot à dire là-dessus. Donc le 30 juillet, environ 60 000 personnes, principalement des jeunes hommes, ont franchi la frontière entre le Maroc et la ville autonome espagnole de Ceuta en Afrique du Nord, du coup, tandis que d'autres tentaient, en nombre plus restreint, de pénétrer à Melilla. Cet afflux a saturé les structures d'accueil locales et conduit le gouvernement de Ceuta à demander au gouvernement espagnol de déclarer l'état d'urgence national. La plupart des migrants sont entrés en contournant à la nage les jetées de Taral et de Benzou ou en longeant les rivages à pied. Le 31 juillet, les autorités espagnoles indiquaient qu'environ la moitié des personnes entrées étaient retournées volontairement au Maroc, alors que le bilan des décès dus aux noyades et à d'autres incidents survenus lors des traversées s'élevait à au moins 57. Sur 60 000, c'est pas si mal, franchement. Je pense pas que vous vous rendez compte que c'était vraiment un mouvement de masse et que 57 personnes qui sont sur 60 000, certes, c'est horrible et c'est très triste, mais franchement, ça aurait pu être bien pire. On aurait pu être à quasi un millier, quoi. Bref. Donc, partons un petit peu dans le contexte déjà du coup de vous réexpliquer la situation géopolitique de Ceuta et Melilla. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est espagnol? Eh ben non, vous vous en doutez. Ceuta et Melilla constituent les seules frontières terrestres extérieures de l'Union européenne en Afrique. Le Maroc revendique la souveraineté sur ces deux villes, tandis que l'Espagne du coup les considère comme faisant partie intégrante de son territoire national. Leur situation géographique en a fait à maintes reprises des points de passage privilégiés pour les entrées irrégulières en Espagne et dans le reste de l'UE, bien que la plupart des années, la majorité des arrivées irrégulières en Espagne s'effectuent par voie maritime vers les îles Canaries, plutôt que par Ceuta ou Melilla.
Dans la pratique, les flux de personnes à la frontière sont contrôlés conjointement par les gouvernements espagnols et marocains, et le Maroc a périodiquement exercé des pressions politiques sur l'Espagne en augmentant temporairement la perméabilité de la frontière, comme ce fut le cas lors d'une précédente vague migratoire en 2021. Le principal précédent de la crise de cette année est l'incident frontalier de mai 2021, du coup, au cours duquel environ 8000 personnes sont entrées irrégulièrement à Ceuta en l'espace de 2 jours. Ce qui est bien évidemment pas aussi mal que ce qui s'est passé il y a quelques jours. La plupart en contournant du coup les jeter à la nage et nombre d'entre elles étant des mineurs non accompagnés. Cet épisode faisait suite à une crise diplomatique déclenchée par l'hospitalisation en Espagne de Brahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario. Celui-ci avait été soigné pour le Covid-19 à l'hôpital San Pedro de Logroño, sans que l'Espagne pendant en ait informé le Maroc au préalable. Alors, si vous savez pas ce que c'est le Front Polisario, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo ce que c'est. Je explique en détail ce que c'est le Front Polisario plus tard, mais voilà. Disons que le Maroc et le Front Polisario, c'est pas une histoire d'amour, quoi. C'est plutôt une histoire de beaucoup de haine. Donc voilà. La réaction initialement limitée des forces de sécurité marocaines a été largement interprétée en Espagne comme une forme de pression diplomatique. L'événement a mis en lumière les limites de la capacité d'accueil de Ceuta ainsi que la dépendance de l'Espagne à l'égard de la coopération marocaine en matière de gestion des frontières. Les tentatives collectives d'entrée par voie terrestre et maritime sont poursuivies les années suivantes. En août 2024, plusieurs centaines de personnes ont tenté de rejoindre Ceuta à la nage, en contournant les brise-lames profitant du brouillard du coup. Le mois suivant, les autorités marocaines ont déployé un important dispositif de sécurité pour empêcher une traversée maritime massive organisée via les réseaux sociaux, lesquels avaient incité des milliers de jeunes à se rassembler près de la frontière pour tenter de pénétrer ensemble sur le territoire espagnol. En juillet 2025, au moins 54 mineurs non accompagnés et une trentaine d'adultes ont rejoint Ceuta à la nage depuis le Maroc, tirant là encore parti du coup d'une mauvaise visibilité. Ces épisodes ont mis en évidence à la fois la persistance de la voie maritime et la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux pouvaient mobiliser de grands groupes à proximité de la frontière. L'incident est survenu plusieurs semaines après que la Cour suprême d'Espagne a statué le 29 juin que la procédure juridique dite de retour sommaire ou retour à chaud, régie par la 10e disposition additionnelle de la loi organique 4/2000, ne pouvait s'appliquer aux migrants interceptés alors qu'ils tentaient de rejoindre Ceuta ou Melilla par voie maritime, imposant au contraire le recours à la procédure ordinaire en matière d'immigration. L'affaire concernait un ressortissant algérien intercepté en mer en 2024 et immédiatement remis aux autorités marocaines sans que la procédure de retour ordinaire ait été respectée. La Cour a jugé que le retour sommaire ne pouvait s'appliquer qu'aux personnes tentant de franchir les dispositifs physiques de confinement des périmètres terrestres de Ceuta et Melilla, tels que les clôtures frontalières, et que les systèmes de surveillance comme les caméras ou les drones ne constituaient pas en eux-mêmes de telles barrières. Le ministère espagnol de l'Intérieur a déclaré que des réseaux de passeurs de migrants avaient exploité cette décision de justice pour encourager les traversées maritimes. Des organisations humanitaires ont fait remarquer que ces traversées avaient lieu depuis des mois, voire des années auparavant. Tout comme en 2021, cet incident a été lié aux différends concernant le statut politique du Sahara occidental. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont tendues, c'est le moins de dire, c'est le moins de le dire. L'Algérie s'opposant à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et soutenant le mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario. Vous comprenez donc maintenant ce que c'est le Front Polisario, c'est le groupe qui est à la charge de l'indépendance, du mouvement d'indépendance en tout cas du Sahara occidental ou de la République, comment on dit déjà, la République subsaharienne arabe, non, comment on dit, la République fédérale arabe sahraoui, je crois, un truc comme ça. Bref, en 2022, l'Algérie a suspendu son traité d'amitié avec l'Espagne. Celle-ci a rompu avec la neutralité qu'elle observait depuis des décennies dans le conflit du Sahara occidental en apportant soutien à la proposition d'autonomie du Maroc pour l'annexion du territoire. Ce qui est plutôt logique quand on considère que l'Espagne ne reconnaît même pas le Kosovo comme indépendant. Je rappelle que la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour que la Catalogne et la Galice ou l'Andalousie, etc., à leur tour ne déclarent pas leur indépendance, voire du coup les îles Canaries ou les îles Baléares, voire Ceuta et Melilla. Euh, Après 4 années de gel des relations, l'Espagne et l'Algérie se sont réconciliés. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu en Algérie le 20 juillet. En janvier, Pedro Sánchez a autorisé un décret royal visant à régulariser
environ 500 000 immigrés en situation irrégulière résidant en Espagne. Cette mesure a été critiquée par l'opposition qui la juge antidémocratique. Début juillet, près d'1,2 million de migrants sans papier en Espagne ont demandé à régulariser leur situation. Et c'est plus du double du chiffre prévu de 500 000. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé vraiment à partir du 30 juillet. Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en gros exactement que tant de personnes ont qualifié d'invasion, ce qui est un terme légèrement, voire beaucoup trop fort, puissant. Au cours de la seconde moitié du mois de juillet, du coup, on a observé une augmentation soutenue des entrées régulières à Ceuta depuis des localités marocaines voisines. La plupart des personnes sont arrivées en contournant à la nage les jetées de Tararal et de Benzou, bien que certaines aient rejoint la ville à bord de petites embarcations. Entre le 20 et le 29 juillet, environ 1500 personnes sont arrivées dans la ville, un chiffre exceptionnellement élevé pour une période aussi courte, et si la majorité d'entre elles étaient des ressortissants marocains, des migrants algériens ayant séjourné au préalable au Maroc ont également été recensés aux côtés de nombreux mineurs non accompagnés et de quelques familles avec enfants. Le 30 juillet, du coup, le maire président de la ville, Juan Jesus Vivas, on va beaucoup en entendre parler de lui, il est assez important forcément, a demandé au gouvernement espagnol de déclarer l'état d'urgence national, mais le ministère de l'Intérieur a rejeté cette requête. Les centres d'accueil, en particulier ceux destinés aux mineurs non accompagnés, ont vu leur capacité dépasser, laissant des milliers de migrants sans hébergement. Monsieur Vivas a indiqué donc que les structures pour mineurs étrangers non accompagnés fonctionnaient à environ 2400% de leur capacité habituelle et qu'un millier d'adultes environ se trouvaient à l'extérieur du centre temporaire d'accueil des immigrés ou avaient été placés dans des hébergements de fortune. La garde civile, le corps national de police, la société de sauvetage et de sécurité maritime ainsi que la Croix-Rouge espagnole ont déployé des navires et des équipes de secours pour repêcher les personnes en mer et traiter les cas d'épuisement, d'hypothermie et les blessures subies lors des traversées. Le 31 juillet, le gouvernement espagnol a annoncé que 49 000 migrants étaient entrés à Ceuta en l'espace de quelques heures, après plusieurs jours d'arrivée soutenue, tandis que Juan Jesus Vivas avançait le chiffre de 60 000. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais c'est pas exactement sûr. C'est entre 49 000 et 60 000, pardon. De son côté, la BBC a fait état d'une estimation des autorités faisant état d'environ 49 000 arrivées en 24 heures. Je rappelle que la BBC, c'est un diffuseur de télévision et de radio, j'imagine aussi britannique. En raison de la rapidité et du désordre caractérisant cette traversée, les chiffres étaient considérés comme provisoires et susceptibles d'être révisés. L'ampleur de la traversée a connu une évolution marquée dans la matinée du 30 juillet, lorsque plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la côte et au point de passage à proximité de Ceuta. Certaines ont contourné les jetés à la nage, tandis que d'autres ont traversé à pied par la zone de Tararal après avoir franchi les postes de contrôle côté marocain. Les arrivées se sont poursuivies dans la nuit, des milliers de personnes se dirigeant également vers la ville marocaine de Fnidek, située à la frontière. On va aussi en entendre beaucoup parler de cette ville. La presse a fait état d'une réaction initiale inégale des forces de sécurité marocaines, certains groupes traversant sans entrave des zones surveillées avant la mise en place d'une opération de confinement de plus grande envergure. Les autorités de la ville marocaine de Beni Ansar ont fermé la frontière à la suite de tentatives d'entrée de migrants. Ashraf Maïmouni de l'association marocaine des droits humains a laissé entendre que le point de passage de Tararal avait été ouvert dans des circonstances inhabituelles, pour le citer. Des analystes ont déclaré au New York Times que bien que la raison de cet afflux migratoire reste à flou, le gouvernement marocain aurait pu se sentir dédaigné par les récentes ouvertures de l'Espagne envers l'Algérie, alors que certaines informations suggéraient que les autorités marocaines avaient pu encourager ces traversées. L'Espagne a par la suite rejeté l'idée que la crise ait été orchestrée par le Maroc, en représailles au rapprochement diplomatique entre l'Espagne et l'Algérie. Les migrants étaient majoritairement de jeunes hommes accompagnés de quelques femmes et enfants. Beaucoup sont arrivés sur des chambres à air, leurs téléphones portables rangés dans des pochettes étanches. Une fois sur les rivages, ils ont acclamé l'Espagne et embrassé le sol. Compte tenu de l'ampleur des arrivées, le gouvernement espagnol a ordonné aux unités de l'armée déjà stationnées à Ceuta d'apporter un soutien logistique et de surveillance à la Guardia Civile, tandis que les missions de maintien de l'ordre et le contact direct avec les migrants demeuraient de la responsabilité des forces de sécurité. Au moins 43 personnes ont trouvé la mort, dont beaucoup se sont noyées en tentant de rejoindre la jetée à la nage, malheureusement. Divers médias ont également fait état de la découverte de dizaines de corps au large de Ceuta, au nord du Maroc, au cours des semaines précédentes, dans le contexte de tentatives de traversée maritime, bien que tous les décès n'aient pu être directement attribués aux événements de la crise de juillet 2026. Les bilans publiés le 31 juillet étaient provisoires et divergents. Reuters faisait état d'au moins 57 morts,
l'Associated Press avançait le chiffre de 41, tandis que des sources policières citées par El País ont par la suite signalé la récupération de 43 corps. Ces écarts s'expliquaient par le moment de chaque actualisation et par la difficulté de confirmer si chaque corps retrouvé était directement lié à la crise frontalière. C'est possible aussi que ce soit d'autres personnes qui sont liées par hasard, malheureusement. Des équipes de plongeurs de la Guardia Civile, de Salvamento Maritimo et des services de secours ont poursuivi les opérations de recherche près des jetés et de nombreux survivants ont été pris en charge pour épuisement, blessures et immersion prolongée dans l'eau. Des explosions ont été signalées du côté marocain de la frontière, voilà. Alors ça, c'est pas une source ultra fiable que j'ai trouvé là-dessus. Je suis pas 100% sûr de la fiabilité de cette source, mais voilà. Et pareil pour la prochaine, c'est que plusieurs incendies criminels ont été rapportés à Beni Ansar, près de la frontière avec Mélia. Voilà, les explosions et les incendies, je suis pas sûr que ce soit vrai. Parce qu'on aurait plus entendu parler, je pense, quand même, mais bon, j'ai quand même voulu le mettre parce que ça a été cité pardon, sur quelques sites. Je suis pas sûr de la fiabilité. La pression migratoire a également touché Mélia. Le 30 juillet, des groupes se sont rassemblés près de Beni Ansar, côté marocain à la frontière, du coup, et ont tenté de s'approcher du point de passage ainsi que du périmètre de la ville, provoquant des affrontements avec les forces de la sécurité, les forces de sécurité marocaines qui cherchaient à empêcher une entrée collective, pardon, mais armée, ça n'a rien à voir. La délégation du gouvernement a ordonné la fermeture temporaire du passage de Beni Enzar, le seul poste frontière encore en activité entre Mélia et le Maroc, affectant aussi bien la circulation des véhicules que celle des piétons, du coup, forcément. Bien que la pression ait été moindre qu'à Ceuta et qu'aucune traversée massive comparable ne soit produite, cet épisode a entraîné un renforcement de la surveillance terrestre et maritime autour de Melilla. Le 31 juillet, l'Espagne et le Maroc ont renforcé leurs dispositifs respectifs et coordonné des mesures pour empêcher de nouvelles traversées. Les forces de sécurité marocaines ont bloqué les accès vers Fnidek et dispersé les foules près de la frontière, tandis que l'Espagne maintenait les déploiements de troupes ainsi que d'agents de la garde civile et du corps national de la police à Ceuta. Un mouvement de retour vers le Maroc s'est également amorcé dans la journée. Selon le gouvernement espagnol, environ la moitié des personnes entrées sont reparties volontairement, souvent après avoir passé plusieurs heures à Ceuta sans hébergement ni ressources suffisantes. Les estimations de la presse évaluent le nombre de personnes ayant fait demi-tour à environ 25 000 dans l'après-midi du 31 juillet. En soirée, ce chiffre s'élevait à environ 48 300, soit quasi le double. Les deux pays ont également convenu d'accélérer l'identification et le renvoi des personnes ne remplissant pas les conditions pour séjourner en Espagne, bien que la mise en œuvre de ces retours soit restée limitée par l'obligation de suivre la procédure ordinaire d'immigration applicable aux personnes arrivées par voie maritime. Le gouvernement espagnol a rejeté la demande de Ceuta de déclarer l'état d'urgence nationale, du coup je vous le dis, arguant que la question migratoire n'entre pas dans le cadre juridique régissant de telles déclarations. Il a plutôt annoncé le déploiement de renforts policiers et une coordination accrue avec les autorités marocaines. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, s'est rendu à Ceuta pour superviser la réponse gouvernementale. Le gouvernement a également indiqué qu'il examinerait des réformes juridiques ainsi que l'installation de nouvelles barrières physiques au niveau des jetés, afin d'adapter la gestion des traversées maritimes à l'arrêt de la Cour suprême et qu'il mettrait en place des structures temporaires pour identifier les nouveaux arrivants, aider les demandeurs d'asile et accélérer le renvoi des personnes ne disposant pas de titre de séjour légal. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé, en tout cas, pour le mois de juillet, sur que, bon, en soi, à partir du 1er août, c'est rien passé non plus, hein, il s'est rien passé de fifou. Ça a pas trop avancé cette histoire. Mais voilà, c'est là où on en est, en gros, globalement. On sait pas trop combien de migrants il y a eu. On sait pas trop combien sont repartis. Au final, on, on sait juste qu'il y a des milliers de Marocains qui sont rentrés et des milliers qui sont repartis, mais qu'il en reste quand même quelques-uns. Quelques-uns, du coup, qui vont probablement rester là, parce qu'ils ont eu l'autorisation du gouvernement espagnol. Voilà. Donc, globalement, on peut dire que bon, c'est malheureux, c'est très malheureux que quasiment 60 personnes sont décédées euh, de noyade, en final. C'est horrible, on ne peut pas le nier. Si c'est vrai que 60 000 personnes sont venues et que 50 000 sont reparties, et que, si j'ai bien compris, il y en a un peu plus de 1000 qui ont déjà été acceptés par le gouvernement espagnol, ça veut dire qu'actuellement, il ne resterait que un peu moins de 10 000 personnes marocaines en situation un peu entre deux. On ne sait pas trop ce qui va leur arriver. Moins de 10 000 sur un total de 60 000, et aussi quand même moins de 60 morts sur un total de 60 000 personnes qui ont traversé la frontière à la nage. C'est franchement
relativement petit. Je trouve que le gouvernement espagnol s'est largement débrouillé pour réussir à trouver une solution euh, à cette situation au final. Enfin, clairement, c'était mal barré au début, mais que ce soit le Premier ministre de l'Espagne, Pedro Sanchez, ou aussi les forces de police d'Espagne, le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle... Il est trop chiant son nom, Marlasco, je sais pas quoi là. Fernando Grande Marlasca, ou encore le maire président de la ville de Ceuta, du coup Juan Rezo Vivas. Ils ont tous fait un beau boulot, ils n'ont pas été irrespectueux du tout, en tout cas de ce que j'ai entendu, ça allait globalement. Il y a quelques personnes qui ont un peu forcé à partir, mais dans l'ensemble, c'était quand même relativement calme, en tout cas sur place, il y avait rien de fou. Les gens à Ceuta n'étaient pas très contents, j'imagine. On va en parler dans les réactions d'ailleurs, mais rien de fou. Et pourtant, ça a causé un nombre de réactions, je dirais même inappropriées, parce que ben, vraiment tout s'est résolu en 2 jours. Donc il y a pas de quoi faire toute une crise là-dessus, je pense. Et pourtant, si j'en fais une vidéo, c'est principalement à cause de toutes les réactions qu'il y a eu sur cette crise. Au début, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de l'impliquer, même parce que s'il faut, déjà ça va évoluer. Et j'en parle, je ferais mieux d'en parler dans la vidéo résumée du mois d'août, parce que c'est quand même assez récent. Hein, je crois que c'est l'événement le plus récent par rapport au jour où je fais la vidéo résumée du mois d'avant, que j'ai jamais fait. Donc c'est sûr que c'est très 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 récent comme événement et ça risque d'évoluer, c'est probable. D'ailleurs, les réactions prouvent que ça risque d'évoluer vraiment très probablement et je vous en parlerai dans une future vidéo. En tout cas, j'essaierai dans le résumé du mois d'août ou alors peut-être même dans le résumé de l'année si jamais j'ai pas le temps pour le résumé du mois d'août. Il y a un gros truc qui se passe en août, mais globalement, il y a des gens qui n'auraient pas dû répondre à la situation, qui ont choisi de s'y immiscer, qui ont fait un énorme scandale sur cette situation pour absolument aucune raison. Parce qu'en plus, ces personnes, je rappelle, hein, ces 60 000 personnes qui sont rentrées à Ceuta, il y en a à peu près un millier qui auraient réussi à passer directement au territoire espagnol. Et parmi ce millier-là, il y aurait que quelques centaines qui auraient traversé la frontière soit portugaise, soit française. Et encore d'ici là, il y aurait quasi personne qui serait propagé dans d'autres pays que la France ou le Portugal. Ou l'Espagne, du coup, forcément. Donc, je comprends pas pourquoi il y a des gens de Finlande ou du Danemark ou d'Autriche qui sont venus foutre leurs pieds là-dedans et qui, enfin bref, je vais pas vous spoiler. Il y a quelques propos qui sont, je le rappelle, incroyablement violents. Des insultes très graves avec lesquelles il ne faut absolument pas rigoler. Et en plus, hypocrites. Vous verrez pourquoi je dis ça plus tard dans la vidéo. C'est vraiment grave les réactions qui sont faites par rapport à cette situation qui s'est bien déroulée au final. Enfin, il y a eu 60 morts, ok. C'est vraiment très triste, je le rappelle. Euh, Sinon, tous les autres migrants sont sortis, tous les 60 000 migrants sont sortis indemnes. Enfin, pas vraiment indemnes, il y en a qui ont été hospitalisés, mais la plupart vont bien. Ceux qui étaient vraiment dans des états critiques ont été pris en charge par le gouvernement espagnol, par le système de santé espagnol qui est loin d'être mauvais, on va pas se mentir là-dessus, ils ont un très bon système de santé. Certains des migrants ont été acceptés en Espagne, tant mieux pour eux. Les autres, la plupart des autres sont retournés au Maroc volontairement parce qu'ils savaient qu'ils avaient rien à foutre là. Le reste, après ça c'est à la police de décider malheureusement leur situation. Ce serait bien qu'ils se fassent accepter. Moi franchement, je trouve que le mieux serait évidemment que les 60 000 migrants se fassent accepter en Espagne. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont quitté le Maroc. C'est parce que c'est insoutenable de vivre là-bas. Pour eux, en tout cas, je dis pas qu'en général c'est insoutenable le Maroc. Il y a bien des gens qui arrivent à vivre ultra longtemps au Maroc avec une vie heureuse. Si c'est possible, c'est même pas improbable. Mais il y a quand même des gens qui souffrent et qui ont besoin d'un climat occidental, entre guillemets, si je peux me permettre du terme un peu barbare, qui ont besoin d'un climat plus développé, enfin plus libre, clairement. Certes, l'Espagne c'est une monarchie comme le Maroc, mais c'est pas une monarchie aussi autoritaire, ça c'est sûr. Et certes, l'Espagne a aussi des soucis avec d'indépendance avec la Catalogne, la Galice, l'Andalousie, les îles Baléares, Ceuta, Melilla, les îles Canaries. Tandis que le Maroc a qu'un seul problème avec le Sahara occidental, mais c'est un gros 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 problème quand vous voyez que le Front Polisario, tout le monde sait ce que c'est au Maroc et que vraiment tout le monde le déteste, mais au plus haut point. Et en plus, ils ont des problèmes avec leurs autres voisins, et par leurs autres voisins, je veux dire l'Algérie. Donc, c'est évidemment pas comparable la situation au Maroc et en Espagne, pardon. Voilà.
Donc, techniquement, il ne devrait vraiment pas y avoir de réaction là-dessus. Parce que ça devrait choquer personne ce qui s'est passé. Enfin si, pardon, ça devrait choquer tout le monde de ce qui s'est passé. Ça devrait choquer qu'il y ait tant de gens, ben, ça devrait choquer le gouvernement marocain déjà, qu'il y ait autant de gens qui choisissent de traverser la frontière. Ça devrait choquer tous les gens qui disent que les migrants ne devraient pas avoir le droit de changer de pays. Comment on peut expliquer qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui veulent quitter un pays pour aller dans un autre pays et qui sont prêts à risquer leur vie, à se noyer pour faire ça. Enfin, j'ai dit que c'était pas beaucoup, mais si, c'est quand même énorme. 60 personnes, quasiment 60 personnes sont décédées parce qu'elles ont juste voulu aller à l'autre bout d'une frontière. Une frontière qui doit faire 30 centimètres de large, maximum à tout péter, et qu'ils ne peuvent pas traverser parce que c'est impossible de la traverser à pied. Ou en tout cas sans payer, parce qu'évidemment, il faut payer pour aller d'un point A à un point B qui est 30 mètres plus loin. C'est ça la situation actuelle de la Terre, by the way. On peut même pas passer de frontière à frontière comme ça, comme on le désire, alors que, ben, au final, enfin, j'allais dire même les animaux peuvent, mais non, même les animaux ne peuvent pas, en fait. Même les animaux sont encadrés dans des pays spécifiques. Ils ne peuvent pas aller où ils veulent, sauf évidemment les poissons et les oiseaux, enfin, les animaux maritimes et les animaux volants, mais les animaux terrestres ne peuvent pas aller au-delà d'une frontière. Et nous non plus, on ne peut pas aller au-delà d'une frontière. Si on, enfin, on peut nager. La plupart d'entre nous savent nager, mais pas tout le monde. Et même si on sait nager, on n'est pas aussi bon que des poissons, que des requins. Et d'ailleurs, en parlant de requins, ben, on peut se faire bouffer. On peut aussi se noyer. Donc, autant dire que c'est complètement débile de fermer les frontières comme ça, de nous forcer, en fait, à vivre dans un pays qu'on ne choisit pas. À la limite, enfin, que les pays existent, ok, mais si on peut choisir, serait con parce qu'il y a personne en Corée du Nord, mais si on pouvait au moins choisir dans quel pays on veut habiter librement. Heureusement, on a à peu près moyennement ce choix avec l'Union européenne. Et encore, bon, voilà, il y a aussi des pays qui sont assez grands pour qu'il y ait une grande diversité. Je pense notamment aux États-Unis, où vivre en Floride, au Texas et en Alaska et en Californie, c'est pas du tout pareil. À New York, à Washington, à Hawaï ou à Porto Rico, c'est pas du tout pareil. Et heureusement, ils peuvent changer des actes comme bon leur souhaite, mais encore heureux parce que c'est un seul même pays. L'Europe agit comme un seul même pays entre guillemets, l'Union européenne en tout cas, voire que l'espace Schengen, hein, parce que voilà. Euh, mais ouais, c'est assez misérable l'état du monde actuellement. Donc, ces réactions sont tout aussi débiles que ces frontières, que la frontière entre Ceuta et le Maroc, entre Melilla et le Maroc, tout autant que la frontière entre la France et l'Espagne, by the way, hein, voilà. Même si elle est beaucoup moins définie, ça risque de pas forcément durer vu les propos qui sont cités dans cette vidéo. Mais voilà. Maintenant que la partie warning et la partie critique est terminée, euh, je vais commencer par la partie la plus soft. En plus, c'est pas si grave ce qui a été dit, mais c'est quand même assez énervant, assez frustrant. Donc voilà. Dans les colonnes d'El País, je rappelle que c'est un journal espagnol, Carmen Moran Breña a résumé la diversité des réactions à Ceuta et plus largement en Espagne. Les chauffeurs de taxi ont parlé d'invasion, les ONG ont qualifié la situation de crise humanitaire et les responsables politiques locaux chargés de la gérer l'ont désigné comme une urgence nationale. Très bien résumé de la part de Madame Breña. Donc c'est parti. Les images de la scène sur la plage ont rapidement fait le tour du monde, suscitant de nombreuses réactions en Europe et ailleurs, voilà, tout ailleurs. Hein. Le maire président de Ceuta, donc Juan Jesus Vivas, a d'abord qualifié la situation d'urgence humanitaire et sociale et a averti que les ressources publiques de la ville ne pouvaient faire face au rythme croissant des arrivées. Ça, c'est vrai. C'est malheureusement vrai. Ceuta, 85 000 habitants, 60 000 migrants qui arrivent, forcément, c'est double quasiment la population. C'est pas fou. Il a appelé le gouvernement espagnol à déclarer l'urgence nationale, à mettre en place une structure de commandement unique et à déployer immédiatement des moyens policiers, militaires et humanitaires, faisant valoir que la crise dépassait les capacités ordinaires de Ceuta. Après avoir rencontré le Premier ministre Pedro Sanchez le 31 juillet, Vivas avait affirmé que Ceuta avait besoin d'une réponse structurelle plutôt que de simples mesures d'urgence, tout en remerciant le gouvernement pour les moyens supplémentaires. Il a souligné que la réaction n'était intervenue qu'une fois les services de la ville déjà saturés et a réclamé des garanties pour éviter que pareille situation ne se reproduise. La réaction de la population à Ceuta a également été marquée par des tensions. La ville de Sanchez a suscité des manifestations près de l'héliport et du siège de l'Assemblée municipale.
Le Premier ministre a été accueilli par des huées et des slogans réclamant sa démission et affirmant que Ceuta n'est pas à vendre. Ils ont repris les slogans de l'Albanie, sauf que la différence, c'est que l'Albanie, le Premier ministre, essaie vraiment de la vendre, alors que là, disons que Sanchez, ben non, il n'a pas envie de la vendre. Je vois même pas d'où ce slogan vient, d'ailleurs, hein. C'est juste des gens à Ceuta qui se sont dit, tiens, la manifestation en Albanie, elle est assez populaire, donc on va faire pareil. Il y a aucune raison de manifester, les gars, vraiment, tous les migrants ils sont repartis, là, calmez-vous. Bref. Ces protestations reflétaient la frustration face à la lenteur perçue de la réponse du gouvernement central, à la pression exercée sur les services publics et à la présence de milliers de migrants dormant dans la rue. C'est malheureux ça aussi parce qu'évidemment, ben, quand t'es migrant, t'arrives dans un pays, c'est bien beau, mais t'as pas de maison. Voilà. Et ça aussi, c'est con d'ailleurs. Bref. Des tensions entre habitants et groupes de migrants aux abords de l'hôtel de ville ont nécessité l'intervention de la police locale pour éviter les affrontements. Et plusieurs événements publics, dont une partie de la foire annuelle de la ville, ont été suspendus en raison de la crise. Sanchez a promis une réponse immédiate à la situation à Ceuta. Il avait plutôt raison au final parce que ça a été vraiment très rapide. Le 31 juillet, Sanchez et le ministre de l'Intérieur, donc Grande Marlaska, se sont rendus à Ceuta. Ils ont visité le poste frontière de Tarral et tenu une réunion de coordination avec Vivas, les délégués du gouvernement, les responsables régionaux de la garde civile et de la police nationale, ainsi que des représentants des services d'accueil et de la Croix-Rouge espagnole. Sanchez a qualifié cette entrée massive d'attaque et de violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Alors calme-toi déjà. Et en plus, en quoi c'est une attaque? Ils sont juste rentrés pacifiquement. Ils ont embrassé le sol. À quel moment c'est une attaque? Ils sont rentrés en Espagne, ils ont embrassé le sol. À quel moment c'est une attaque, ça? Moi, je le prendrais plutôt bien, personnellement, si c'était mon pays. Bref, clairement, s'il y a 60 000 migrants qui débarquent en France et qui embrassent tous le sol, qui prient au nom de la France, je pense que, personnellement, je le prendrais vraiment pas mal du tout, hein. Je qualifierais pas ça d'attaque. Parce qu'en général, quand t'attaques quelqu'un, ben, tu lui fais pas un bisou, quoi. C'est aussi simple que ça. Bref. Donc, affirmant que l'État utiliserait tous les moyens à sa disposition pour rétablir le contrôle de la frontière. Il a attribué en partie la mobilisation des migrants à des réseaux de passeurs qui, selon lui, avaient propagé une interprétation intéressée de la récente décision de la Cour suprême concernant les renvois après traversée maritime. Parallèlement, le gouvernement a défendu sa coopération avec le Maroc et a évité de blâmer directement ce dernier pour avoir facilité les traversées. Sanchez a souligné la fluidité des échanges avec le Maroc et a indiqué que les forces marocaines étaient intervenues par la suite pour empêcher de nouveaux rassemblements près de Ceuta et Melilla. Le gouvernement a également rejeté l'idée selon laquelle une procédure exceptionnelle de régularisation des étrangers aurait encouragé cette traversée, faisant valoir que ce dispositif exigeait la preuve d'une résidence préalable en Espagne et n'offrait aucun avantage immédiat aux nouveaux arrivants. Enfin, Sanchez a réfuté les comparaisons défavorables concernant les politiques migratoires espagnoles, soulignant que le nombre d'arrivées de migrants en situation irrégulière en Espagne avait été inférieur au cours des 5 dernières années à celui enregistré en Italie et en Grèce. Voilà. Donc, en plus, Sanchez, il a dit l'Italie et la Grèce, ben c'est pire, au final. Donc, déjà, calmez-vous. Vous n'avez absolument pas votre mot à dire, surtout quand on va voir tout ce que les Italiens auront à dire sur cette situation. Vraiment, c'est infernal. Comment l'Italie a réagi à cette crise, entre guillemets, si on peut même appeler ça une crise. Moi, j'appellerais juste un débordement, à la limite. Voilà. Bref, afin de désengorger les installations de Ceuta, une délégation du gouvernement espagnol a ordonné le transfert de 39 migrants vers Algeciras, sur le territoire péninsulaire espagnol, le 29 juillet. Le Parti populaire a reproché au gouvernement d'avoir réagi trop tard et a lié la crise à sa politique migratoire, ainsi qu'à la détérioration des relations avec le Maroc, réclamant une pression diplomatique accrue sur ce dernier, un renforcement permanent des frontières de Ceuta et Melilla et une révision de la politique de régularisation. Santiago Abascal, du parti d'extrême droite Vox, voilà, donc c'est là que vont commencer les propos un petit peu débiles et absolument illogiques. Donc, Santiago Abascal, du parti d'extrême droite Vox, ça commence très bien, a accusé Sanchez d'avoir orchestré cette invasion. Bon, déjà, s'il a orchestré cette invasion, waouh, un mot tellement violent pour ce qui s'est réellement passé, ils ont embrassé le sol. Non, mais je le répète parce que vraiment, je crois qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire d'embrasser le sol. C'est pas une attaque et c'est pas une invasion, juste ils sont contents d'être là, les gars. Enfin, si des touristes embrassaient le sol, vous direz rien, et voilà, c'est tout. C'est juste des touristes qui ont envie de rester. S'il y a des Français qui font ça, si c'était les Français ou les Portugais qui faisaient ça, ben franchement, l'Espagne ils s'en foutraient, ils s'en battraient les couilles de ça. Mais vu que c'est des Marocains et que les Marocains sont africains et que évidemment les Africains sont différents des Européens, waouh, ça s'appelle le racisme, les enfants. Bref.
Donc Santiago Abascal a accusé Sanchez d'avoir orchestré cette invasion pour se maintenir au pouvoir. Déjà pourquoi il ferait ça? Parce que ben, ça montre juste au peuple espagnol qui sait pas gérer ses frontières, sachant que le peuple espagnol, bon, en général, il est quand même assez de gauche, le peuple espagnol, mais bon, Vox, c'est quand même de plus en plus important, malheureusement, donc voilà. Qualifiant les événements d'invasion, son parti a réclamé une fermeture totale de la frontière, des renvois immédiats et la mobilisation des forces armées. Fermeture totale de la frontière, à moins qu'il parle de l'espagne entière, s'il parle que de la frontière avec le Maroc, mais c'est déjà fait, en fait. Enfin, c'est déjà fait. C'est déjà assez compliqué pour les Marocains de rentrer en Espagne. Euh, Preuve, ils sont rentrés par la mer. Ils sont noyés. Il y en a 60 qui sont noyés. Ils sont pas noyés sur la terre. Ils sont pas noyés en passant la frontière de manière terrestre avec une voiture. Ils sont pas noyés dans la voiture. Leur voiture n'est pas une piscine de 800 mètres de profondeur. Donc, au bout d'un moment, il s'agirait de comprendre la situation réellement parce que fermer les frontières, ben, c'est bien beau, mais c'est déjà le cas. Donc, voilà. Là n'est pas le problème. Bref, d'autres partis ont critiqué cette présentation des faits, appelant à distinguer la protection des frontières de l'aide humanitaire due aux migrants, en particulier aux mineurs. C'est sûr que ça c'est une crise pour le coup, le fait qu'il y ait des mineurs qui quittent leur propre pays, leur propre famille pour aller en Espagne, non, je sais pas. Bref, la responsable du syndicat de la garde civile espagnole a qualifié la situation de chaos total. Pour le coup, là, je peux pas nier que c'était un petit peu le chaos quand même. Il y a 60 000 personnes dans une ville à 85 000 habitants. Bon, oui, c'est pas mal. Isabel Diaz Ayuso, femme politique espagnole de droite, ça dit tout, a publié un message sur X, ça redit tout, affirmant Sanchez permet que l'Espagne soit envahie par Ceuta. Alors, euh, plusieurs choses. Soit, ce qu'elle veut dire, c'est que Ceuta envahit l'Espagne. Je pense que c'est pas ça que vous voulez dire. Bon, la manière dont c'est phrasé, c'est étrange. Soit elle veut dire que c'est à cause de Sanchez que les migrants sont rentrés par Ceuta. Sous-entendu que c'est à cause de Sanchez que Ceuta existe. Je comprends pas cette phrase. Soit elle est en train de dire que Ceuta c'est une autre entité que l'Espagne et que c'est Ceuta qui envahit l'Espagne, ce qui est logique. Soit elle est en train de dire que c'est à cause de Sanchez que Ceuta existe. Sauf que non, c'est pas lui qui a colonisé le Maroc en fait, c'est pas Sanchez. Il était pas vivant quand l'Espagne a colonisé le Maroc. Donc, je sais pas ce qu'elle veut dire par ça. Je crois qu'elle ne connaît pas l'histoire de l'Espagne. J'imagine que si on lui parle de Franco, elle doit penser que c'est une super personne, que c'est vraiment un héros de l'histoire nationale espagnole. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Madame Ayuso. Juan Fernando López Aguilar, eurodéputé pardon, espagnol du groupe SED et ancien ministre de la Justice, a qualifié d'opportuniste les critiques à l'encontre de la politique migratoire de l'Espagne. Et ça, c'est quelqu'un que j'aime bien, Juan pardon, Aguilar, affirmant que les forces de droite présentent de plus en plus les migrants comme une menace et marginalisent l'approche humanitaire prônée par des gouvernements tels que celui de Pedro Sanchez. En effet. Les autorités marocaines ont renforcé le dispositif policier autour de Finidec et de Beni Enzar et ont eu recours à du matériel de maintien de l'ordre pour disperser les foules et empêcher de nouvelles tentatives de franchissement. L'ambassadeur du Maroc en Espagne a exprimé ses regrets face à ces événements, affirmant que son pays soutenait une migration légale et ordonnée. Le gouvernement marocain a nié avoir délibérément encouragé ou toléré cette entrée massive, l'attribuant plutôt au réseau de contrebande, aux rumeurs circulant sur un prétendu assouplissement des contrôles aux frontières, ainsi qu'à l'interprétation d'une décision de la Cour suprême espagnole. Toutefois, les médias et les analystes diplomatiques espagnols ont souligné l'apparente passivité initiale de certaines forces marocaines et ont lié la crise aux tensions plus larges affectant les relations entre l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. Ashraf Maimouni, de l'Association marocaine des droits humains, je rappelle, a laissé entendre que la frontière de Tarara avait été ouverte dans des circonstances inhabituelles. Et des analystes ont déclaré au New York Times que le Maroc s'était peut-être senti dédaigné par les récentes ouvertures de l'Espagne vers l'Algérie. J'ai déjà dit, mais je le répète parce que voilà, ça compte techniquement ici aussi. Le New York Times a également rapporté les propos de ressortissants marocains affirmant avoir été encouragés par les autorités marocaines à passer à Ceuta. C'est pas impossible, franchement, je vais le dire ça. C'est pas impossible que le Maroc ait dit à son peuple, bon, envahissez l'Espagne, carrément. Le Maroc, c'est quand même un pays, tous les pays en fait, tous les pays se la jouent un petit peu perso comme ça. C'est juste que nous en Europe, on n'a pas trop cette vision-là de d'envoyer notre peuple faire des trucs parce qu'on n'est pas autoritaire. Mais malheureusement, tous les pays qui sont autoritaires, et je compte les États-Unis là-dedans, parce que voilà, maintenant les États-Unis c'est carrément une dictature. Euh, donc les pays autoritaires comme la Chine, la Russie, les États-Unis ou du coup le Maroc, euh, peuvent faire ce genre de choses. Ils peuvent juste dire à leur peuple, pourquoi on n'envoie pas tel truc? Oui, franchir la frontière, carrément. C'est pas impossible. Après,
C'est pas la faute des Marocains non plus, du coup. Enfin, c'est pas eux qui ont choisi leur gouvernement. Au bout d'un moment, je pense que vous avez bien compris que c'est une monarchie, le Maroc. Bref. Ça, c'est une monarchie constitutionnelle, certes, mais c'est plus compliqué que ça, quand même, hein. C'est assez compliqué. La situation au Maroc, c'est un cas, c'est unique, la monarchie marocaine. Bref, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié d'inacceptable les images en provenance de Ceuta, a exprimé le soutien de la Commission à l'Espagne et a appelé à mettre fin immédiatement au franchissement irrégulier, tout en proposant une aide opérationnelle et financière et en précisant que la Commission était en contact avec les autorités espagnoles et marocaines. Voilà. Le commissaire européen chargé de la migration et des affaires intérieures, Magnus Brunner, a souligné que la frontière de Ceuta constituait également une frontière extérieure de l'Union européenne, a proposé le soutien de Frontex pour renforcer la surveillance, enregistrer les migrants et faciliter les retours, tout en rappelant que Ceuta et Melilla jouissent d'un statut particulier au sein de l'espace Schengen et que l'entrée dans ces villes autonomes ne donne pas automatiquement accès à l'Europe continentale. En plus, ben ça vous voyez, je ne vais même pas enregistrer cette information. En plus, Ceuta et Melilla, si tu rentres à Ceuta et Melilla en tant que migrant, ça veut pas dire que tu peux passer en Espagne directement, ni en Europe. Donc, c'est encore moins logique. Là, ce qu'il a dit, Monsieur Brunner, c'est très intéressant. Et ça soulève aussi que les gens ne se renseignent pas, les hommes et les femmes politiques j'allais dire d'Europe, mais du monde entier en fait, parce que c'est pas que l'Europe qui a réagi là-dessus, parce qu'évidemment, vous doutez qu'on va parler de Donald Trump dans cette vidéo, évidemment, il ne peut pas, ce gars ne peut pas échapper à une seule vidéo résumée que je fais. Il est là, tout le temps, il est là, il nous observe, il est là quelque part. Dans cette vidéo, il est là, je vous jure. Bref. C'est une théorie du complot, mais Trump nous regarde tous. Voilà. J'allais dire Trump c'est Jésus, mais ça marche pas trop. Sauf si on prend le dessin généré par IA qu'il a fait sur Twitter. Ouais, c'est plus logique. C'est en ce sens-là qu'il est Jésus, c'est parce qu'il nous regarde tous. C'est que comme ça. Bref, Madame von der Leyen a exhorté l'Espagne à rétablir pleinement le contrôle de la frontière et à garantir la rapidité des procédures d'identification d'examen des demandes d'asile et de retour dans le respect du droit de l'UE et de la protection spécifique due aux mineurs. L'Allemagne a exprimé sa solidarité avec l'Espagne et a rappelé une réponse européenne coordonnée. Le chancelier Friedrich Merz a exhorté l'Espagne à rétablir rapidement le contrôle de Ceuta, soulignant que la protection des frontières extérieures de l'Union européenne était essentielle pour lutter contre l'immigration irrégulière. Visiblement pas, du coup, hein, dois-je rappeler ce qu'il a dit, Brunner? Non, c'est bon, on peut s'en passer. Bref, il a également appelé le Maroc à mettre en œuvre immédiatement les accords de retour et s'est félicité du soutien de l'UE via Frontex. Il s'est félicité. Bravo à moi-même pour avoir pensé à cette idée que Ursula von der Leyen a eue. Pourquoi tu te félicites, gars? Bref. Le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a plaidé pour le maintien des contrôles aux frontières intérieures en raison de la pression migratoire persistante et a exhorté l'Espagne à sécuriser la frontière extérieure de l'UE et à renvoyer les migrants entrés irrégulièrement. Ouais, pour l'instant, ils disent tous la même chose, mais après, ça va devenir un petit peu plus chaud quand même. Le ministre des Affaires étrangères, Johan Van de Poel, a insisté sur la coopération avec le Maroc pour garantir la sécurité des frontières et le retour rapide des migrants, tandis que le député CDU-CSU Günther Krings a averti que l'Europe devait renforcer l'application des règles de retour pour affaiblir les réseaux de passeurs. Maintenant, on va parler d'une personne que j'adore. J'adore cette femme, elle est vraiment incroyable. Alice Weidel, coprésidente du parti alternatif pour l'Allemagne, c'est-à-dire AfD, c'est-à-dire les nazis, quoi. Globalement, c'est ça, hein. Franchement, la différence entre AfD et Hitler actuellement est moindre. Donc, notre très chère Alice a déclaré que les frontières doivent désormais être fermées et le refoulement appliqué avec rigueur 2015 ne doit pas se reproduire. Point d'exclamation. Euh, voilà, elle était vénère. Weidel, et encore, c'est pas le pire truc qu'elle a dit de sa vie, hein, clairement pas. Voilà. Ni le pire geste qu'elle a fait de sa vie d'ailleurs, avec tout le respect Non, tout le respect que je n'ai pas pour cette dame d'ailleurs. Bref. 2015 ne doit pas se reproduire par l'exclamation. Ok, cool. Ben, ça s'est pas reproduit. Ils sont partis. Encore une fois. Ils sont barrés en fait, je comprends pas parce qu'il y en a que moins de 1000 qui sont restés en fait. Calme-toi. Bref. Elle a appelé à un renforcement des contrôles aux frontières, avertissant que l'espace Schengen pourrait être suspendu si nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'espace Schengen, en gros, n'existe plus pendant que tous les migrants partent de Ceuta. Petit problème là-dessus, encore une fois, hein, je le redis, mais ils sont déjà partis. Donc, ça ne sert à rien.
en fait, de faire tout ça, ne, ne fait pas cesser d'exister l'espace Schengen. C'est con. C'est tout bonnement con, en fait. Voilà, c'est une très mauvaise idée. Et encore, c'est pas le truc le plus con que vous allez entendre dans ces vidéos. Vraiment, il y a des propos, mais qui sont lunaires. Voilà, bref. D'autres responsables politiques allemands ont également réagi à la crise. Johannes Volkmann, député CDU au Bundestag, a critiqué la gestion de la situation par le gouvernement espagnol et a prévenu que l'absence de renvoi des migrants risquait de compromettre le soutien de l'opinion publique au système européen de libre circulation. Si tu veux. Clara Bünger, porte-parole du parti Die Linke pour les questions de politique intérieure, a appelé l'UE à soutenir l'Espagne par une aide humanitaire. Voilà, elle a tout compris. Des solutions d'hébergement et un appui aux procédures d'asile, faisant valoir que la responsabilité ne devait pas incomber uniquement aux pays situés aux frontières extérieures de l'Union. Voilà. Sebastian Fiedler, député SPD du membre de la commission des affaires intérieures du Bundestag, a souligné que la principale préoccupation résidait dans l'effet de signal donné par le succès apparent de certaines routes migratoires, tout en se prononçant en faveur d'une aide européenne supplémentaire via Frontex. Encore une fois, Frontex est rementionné. Le président français, donc je rappelle notre fabuleux Emmanuel Macron, a exprimé sa solidarité envers Pedro Sanchez et l'Espagne, proposant un soutien français et européen, y compris l'aide de Frontex, encore une fois, tout en soulignant la nécessité de protéger les frontières extérieures de l'UE. Voilà, il veut pas de Marocain, Macron. Trop tard. Monsieur Macron a également annoncé un renforcement des contrôles aux frontières françaises avec l'Espagne et a salué la coopération avec le Maroc en matière de retour. Voilà, Macron il a été chill. J'allais dire pour une fois, mais en fait non, il est toujours un peu, il est toujours un peu d'accord avec personne, et à la fois avec tout le monde. Voilà, c'est un diplomate qu'on a au pouvoir au final. Voilà, il est neutre. Alors soit il est neutre, soit il s'en bat complètement les couilles. C'est tout aussi possible. Voilà. Mais bon, qui dit Emmanuel Macron dit forcément en représailles Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont aussi répondu à cette crise. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais ok, cool. Donc c'est évidemment les dirigeants du Rassemblement National. Hein, allez, je ne remarque que sur mes notes, j'ai même pas mis de majuscule à Rassemblement National, c'est à quel point je m'en bats les couilles de ce parti. Ont critiqué la politique migratoire de l'Espagne, accusant le gouvernement d'encourager l'immigration irrégulière et réclamant un renforcement des contrôles aux frontières. C'est sûr que ça encourage l'immigration quand il y a 60 personnes qui se noient. De seul coup, j'ai envie d'immigrer en Espagne. C'est fou. Bref, Madame Le Pen a exhorté la France à renforcer, je dis Madame Le Pen comme si j'avais du respect pour elle, Le Pen a exhorté la France à renforcer ses frontières et à restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants de l'UE, tandis que monsieur, non toujours pas, tandis que juste Bardella a averti que la situation à Ceuta préfigurait d'un scénario possible pour l'Europe en l'absence de changement de politique migratoire, prônant des mesures plus fermes et remettant en question l'appartenance de l'Espagne à l'espace Schengen. Traduction de ce que voulait dire le petit Jordan avec ça. Ouh là là, les Marocains. Bref, c'est tout ce qu'il voulait dire par là. Hein. Vraiment, on va encore parler d'une fantastique personne, une fantastique femme que j'aime énormément. Encore une fois, elle est absolument fantastique, elle est absolument fabuleuse. Sarah Knafo, députée européenne du coup, française bien sûr, enfin française, elle s'appelle Knafo quand même. Bref, du parti Reconquête. Hashtag Zemmour a soutenu que les migrants prenaient des décisions calculées plutôt que d'arriver au hasard, affirmant qu'ils étaient conscients des avantages offerts par les politiques migratoires européennes et influencés par les incitations qu'elles génèrent. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, Sarah Knafo, dis donc. En gros, elle a dit, les Marocains, s'ils sont venus, les gens, c'est parce que l'Espagne, c'est mieux. Et oui, et ils le savent. Donc, ils vont nous envahir. Ben, si tu te concentrais, si on se concentrait tous plus sur le fait de rendre le Maroc meilleur, au lieu de les renvoyer chez eux comme si on s'attendait à ce qu'ils ne reviennent pas. Ben voilà. Sarah Knafo, encore une fois, diplomate de haut niveau, hein, clairement, elle a des affinités sur tout ce qui touche aux relations internationales. Voilà. Maintenant, on va parler d'une personne un petit peu plus intelligente pour changer les esprits. Cecilia Strada, eurodéputée italienne du groupe SED, a accusé le centre droit et l'extrême droite d'exploiter la crise de Ceuta à des fins politiques, qualifiant de propagande les attaques visant l'Espagne et appelant plutôt la solidarité européenne ainsi qu'à s'attaquer aux causes de la migration plutôt qu'au phénomène migratoire lui-même. Enfin, une femme intelligente. Strada, merci. Cecilia, Madame Strada. Là, je peux le dire, Madame. Le 31 juillet, la France a rétabli des contrôles au point de passage de frontière avec l'Espagne, craignant que certains migrants ne poursuivent leur route vers d'autres États européens. Cette mesure a été annoncée par le ministre français du coup de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Voilà, encore une fois, ça c'est fantastique. Laurent, il s'appelle Nunez, le nom le plus français de l'histoire. Il s'appelle Nunez et il dit il faut fermer les frontières avec l'Espagne. Mais mon gars, tu viens d'où? Tu t'appelles Nunez. Bref. L'Italie a également annoncé la suspension des accords de Schengen avec l'Espagne en raison de la crise à la suite d'une réunion du ministère de l'Intérieur présidée par Matteo Piantedosi et fondée sur les évaluations du comité pour l'analyse des migrants, des migrations et de la sécurité des frontières. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait l'Italie? Il y a quelques Marocains qui sont rentrés sur le territoire espagnol à travers la ville enclavée enfin pas enclavée, mais la ville africaine techniquement de Ceuta, qui ne peut même pas donner accès à d'autres pays européens, et l'Italie, qui n'est même pas frontalière avec l'Espagne, même pas du tout, et qui a plus d'arrivées de migrants que l'Espagne elle-même, a dit non, 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 on peut plus aller en Espagne. Voilà, et les Espagnols ne venaient plus chez nous non plus. Ah, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, c'est pas que vous allez faire quoi que ce soit, en fait, de base. Clairement, les migrants, s'ils sont allés à Ceuta et pas en Italie, ben, c'est qu'ils s'en foutent, parce que visiblement, c'est si facile que ça de pénétrer l'Italie. C'est vraiment un jeu d'enfant de ce que j'ai entendu dire de notre très cher Pedro Sanchez. Donc, je sais pas de quoi tu parles, Madame l'Italie, mais bref. La Finlande a commencé à préparer la mise en place de contrôles à ses frontières de l'espace Schengen. Encore une fois, Finlande, Espagne. Là, l'Espagne. Finlande, Espagne. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt Finlande et Espagne ici. Finlande, Espagne. Est-ce que vous voyez pas un petit problème? Par exemple, le fait que s'il y a vraiment des migrants espagnols qui veulent aller en Finlande, ils vont traverser la France, puis l'Allemagne, puis le Danemark, puis la Suède et enfin la Finlande. Avant d'arriver en Finlande, ils seront déjà morts 3 fois, clairement. On va pas se mytho là-dessus, hein. Parce qu'ils vont pas réussir à trouver une voiture, à moins qu'ils la volent, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Et encore, forcément, aux frontières, quand même, les gens verront qu'ils sont arabes, et du coup, encore une fois, racisme des gens aux frontières, ils diront, ben non, tu passes pas. Donc, le temps d'arriver en Finlande, ben, sera déjà mort, en fait. Donc, la Finlande qui dit, oui, on va protéger nos frontières, ça sert à quoi, en fait? Je sais pas ce qu'ils cherchent, la Finlande. En plus, c'est vraiment le pays le plus loin de n'importe quel pays africain ou asiatique ou n'importe quoi. Donc, je sais pas, j'imagine qu'ils se croient cool, la Finlande, de faire ça. Ben, vous êtes pas cool, en fait, vous êtes juste con. C'est tout. Vous êtes juste débile. Bref. La ministère de l'Intérieur finnoise, du coup, hein, Mari Rantanen, a déclaré la frontière extérieure de l'Espagne est aussi notre frontière extérieure. Non. Juste non. Je m'arrête là, hein. J'arrête la citation pendant 2 secondes parce que non. Enfin, oui, techniquement, si tu considères que l'espace Schengen est un seul pays. Mais non. Clairement pas. Bref. La frontière extérieure de l'Espagne est aussi notre frontière extérieure, et oui, malheureusement, ils, donc l'Espagne, ont échoué dans leurs efforts pour empêcher cette incursion, cette invasion. Oh là là, une invasion, mais c'est pas vrai. Il y a quelques milliers de Marocains qui vont en Espagne, dans une enclave espagnole qui ne peut même pas mener au continent européen. Et c'est une invasion. Écoutez, en plus, c'est pas comme si le Maroc reconnaissait Ceuta comme faisant partie de l'Espagne, donc en plus, c'est complètement débile. Bref. Et elle a ajouté, les pays qui ne respectent pas leurs obligations de protection de la frontière extérieure ne peuvent pas être membres de l'espace Schengen. Alors, qui ne protègent pas pardon, qui ne respectent pas leurs obligations de protection de la frontière extérieure. Dois-je expliquer comment ça marche un océan? Parce qu'apparemment ils ne comprennent pas qu'en fait on peut pas mettre des barrières qui séparent le Maroc de l'Espagne dans l'océan en fait. Clairement, s'ils veulent partir à la nage, ils peuvent, enfin voilà, ils peuvent nager jusqu'à Ceuta. On va pas enfermer Ceuta dans un monde dans un mur de barrières non plus. Enfin, je sais pas ce que c'est cet argument de dire de protéger les frontières, mais ils sont arrivés par la mer. De quelle frontière tu parles? Ils ont nagé. Elle est logique cette loi d'ailleurs espagnole de dire que si t'arrives par la nage, ben t'as le droit de rester. Parce que ben oui, tu vas pas bloquer la plage non plus. Enfin, les Espagnols aussi ils ont le droit de se baigner s'ils veulent, je sais pas. Bref, débile cet argument. Vraiment, comment ça s'appelle, Marie Rantanen? C'est pas Rantanen, c'est rend ton cerveau là. C'est impossible. Bref. Euh, alors, la première ministre italienne, elle va nous régaler celle-là. C'est celle qui dit le plus de merde au quotidien. Voilà, elle en dit quasi plus que Donald Trump, Elon Musk et J.D. Vance combinés. Giorgia Meloni a appelé la suspension de l'Espagne et de l'espace Schengen, affirmant sur X, voilà, encore une fois, ça, c'est preuve d'intelligence, X, le réseau social Twitter X, que l'immigration illégale incontrôlée représente une menace réelle pour la sécurité des frontières de l'Europe.
Encore une fois, pas du tout. De plus, comment ça, c'est l'Italie qui parle alors qu'ils ont le deuxième plus grand nombre d'arrivées de migrants, plus que l'Espagne. Règle tes propres soucis, Mélanie, en fait, avant d'intervenir en Espagne. L'Italie n'est même pas frontalière avec l'Espagne. Les gens qui arrivent en Espagne, ils font pas ça pour aller en Italie. Sinon, ils iraient directement à Malte, direction Italie, ou juste en Italie, carrément. Je sais pas, hein, c'est juste une idée comme ça. Bref. Sur le plan intérieur, elle a reçu le soutien de son vice-premier ministre et chef de la Ligue, Matteo Salvini, évidemment. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, dirigeant de Forza Italia, a également appuyé la demande de suspension de l'Espagne tout en imputant la crise à la politique migratoire de gauche menée par Pedro Sanchez. Voilà, c'est évidemment à cause de la gauche, tout ça, c'est sûr que c'est évidemment c'est à cause de la gauche que les Marocains sont passés par la nage, parce que c'est évident que la droite, il serait allé nager jusqu'à Ceuta, il serait allé dans la mer et ils auraient repoussé les migrants comme ça dans l'eau avec des bouées. Ouais, ils auraient carrément fait ça. Comment tu veux empêcher ça? Comment tu veux empêcher qu'il y ait des gens qui arrivent par la mer? Tu vas bloquer les plages, tu vas empêcher les humains d'aller se baigner à la plage? Pas tout le monde a une piscine, mon ami, hein. Bref. Le gouvernement espagnol a rejeté les déclarations italiennes et a convoqué l'ambassadeur d'Italie à Madrid. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a qualifié les propos du gouvernement italien d'inappropriés. Il a pas tort. Soulignant qu'aucun État membre ne peut décider unilatéralement d'exclure ou de suspendre un autre pays de l'espace Schengen. Encore une fois, il a pas tort. Problème, c'est qu'en fait, ben, il y a 8 milliards d'autres pays en Europe qui ont dit ouais, on est d'accord, ouais. 8 milliards de pays en Europe qui ne sont même pas proches géographiquement de l'Espagne, même pas un petit peu, qui sont vraiment à des milliers de kilomètres plus loin, et dont les migrants marocains s'en battent probablement complètement les couilles. Je pense notamment du coup ben, à tous les pays que je vais citer actuellement, donc Finlande, Tchéquie, Suède, Danemark et Autriche. Finlande, beaucoup trop loin. Tchéquie, qui a envie de se faire chier à apprendre le tchèque? Bon, déjà, qui a envie de se faire chier à déménager en Tchéquie? C'est pas comme si c'était le pays le plus développé d'Europe non plus, on va se calmer. Suède, trop loin. Danemark, ben, trop loin, en fait. Autriche, si t'arrives en tant que personne marocaine à rentrer en Autriche, déjà, ça, c'est un exploit. Je, je rappelle que l'Autriche, c'est quand même le pays le plus extrême droite de l'Europe. Enfin, c'est, clairement, si t'arrives à rentrer en Autriche en tant que migrant, à part si tu viens via Vienne, mais c'est quand même assez chaud. Enfin bref, je sais pas comment c'est possible que ces pays-là, particulièrement, en aient quelque chose à foutre, mais bon bref. Du coup, les gouvernants de Finlande, Tchéquie, Suède, Danemark et Autriche ont soutenu l'appel de Madame Meloni visant à suspendre la participation de l'Espagne à l'espace Schengen. Pourquoi? Je ne sais pas. Perso, j'avais carrément zappé que la Tchéquie faisait partie de l'espace Schengen. C'est à peine un pays de l'Union Européenne pour moi, donc qu'est-ce que tu fous là déjà? Le ministre, la ministre finlandaise de l'Intérieur, Marie Rantanen, encore une fois, rend cerveau, please, a écrit sur X l'Espagne a totalement échoué à protéger la frontière extérieure de l'espace Schengen contre les infiltrations. Contre les infiltrations, ça me fait tousser, elle me donne le cancer, cette dame, c'est pas possible. Cela ne peut plus durer. Voilà, cela ne peut plus durer. On en a marre que les gens nagent jusqu'à Ceuta. Voilà, on va bloquer les mers, hein, vraiment. Je pense on va arriver à un point où, en plus du fait que l'Espagne va plus être dans l'espace Schengen, en plus, l'Europe va s'allier, pour une fois, ils vont s'allier pour un beau projet, ben, ligoter le Maroc. Voilà, mettre des barrières sur tout le long des plages du Maroc. N'est-ce pas fantastique? euh, Donc, c'était pas fini la situation, il reste encore beaucoup de choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire, Rantanen, hein. Vous avez compris que rend ton cerveau, mais pas ta bouche, par contre, hein. Là, clairement, ta bouche, je la ramène, hein. Bref, cela ne peut plus durer, j'en ai marre de faire les guillemets parce que c'est trop long. Tous les pays européens doivent soutenir la proposition de Madame Meloni. Les pays qui ne remplissent pas leur obligation de protéger la frontière externe ne peuvent pas être membres de l'espace Schengen. Encore une fois, j'aimerais bien voir la Finlande protéger ses frontières de, je sais pas, la Russie. Si un Russe qui décide que d'un seul coup il a envie de nager jusqu'à la Finlande, ben qu'est-ce qui l'en empêche en fait? Enfin certes, il y a des gens qui vont le voir nager et enfin il va se faire arrêter immédiatement, mais il peut aussi parvenir à rentrer sur le territoire. Enfin, bref, je sais pas comment d'autres pays européens peuvent se dire qu'ils feraient un meilleur job que l'Espagne là-dessus. L'Espagne a quand même renvoyé quasi tous les migrants en l'espace de 2 jours. La plupart des autres pays européens ne remarqueraient même pas qu'ils seraient là en fait, tellement ils s'en foutent de leur peuple.
Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, encore une fois, il n'a absolument rien à foutre là parce que gars, t'es en Suède. Le problème, c'est en Espagne, c'est à Ceuta, c'est en Afrique. La Suède et l'Afrique, encore une fois, la Suède, c'est vraiment là et l'Afrique, c'est là. Voilà, mon doigt il dépasse l'écran tellement la Suède, c'est beaucoup plus haut que l'Afrique. Euh, donc Ulf Kristersson, déjà quel nom de merde, il a dit il a appelé le gouvernement pardon, espagnol à reprendre le contrôle de sa frontière et a déclaré que la Suède était prête à prendre des mesures nécessaires pour garantir l'ordre et le contrôle. Encore une fois, par rapport à qui? De plus que la Finlande, demain, ils sont proches de la Russie. La Suède, ils sont frontaliers avec la Norvège, la Finlande et le Danemark. C'est quoi le risque? De quel risque tu parles? Bref. Il s'est également dit disposé à suspendre l'application des règles de Schengen avec l'Espagne pour éviter que la situation de 2015 ne se reproduise. Encore une fois, la première ministre pardon, danoise Mette Frederiksen a soutenu l'appel de Mélanie en faveur d'une suspension de l'Espagne, déclarant à l'AFP il va de soi que l'UE, c'est trop long, je fais pas les guillemets, il va de soi que l'UE doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires et envisager toutes les options, y compris une suspension de la coopération Schengen. L'immigration incontrôlée représente une menace pour l'Europe et pour le Danemark. Et pour le Danemark, je commence à m'énerver parce que là, c'est complètement con ce qu'ils sont en train de dire, c'est insupportable. En quoi le fait qu'il y ait des migrants marocains qui nagent jusqu'à Ceuta, qui est rattaché au Maroc d'ailleurs, hein, et qu'ils ne peuvent même pas, ces migrants ne peuvent même pas rentrer sur le territoire européen. En quoi ça pose un problème au Danemark? Déjà, pourquoi ils auraient envie d'aller au Danemark, d'apprendre le danois? Pourquoi ils auraient envie de traverser la frontière française et allemande, pardon? En quoi c'est un problème pour le Danemark? Le Danemark est frontalier avec la Suède et l'Allemagne. C'est pas comme s'il y avait des migrants qui pouvaient rentrer. Et en plus, la Suède et l'Allemagne ne sont même pas frontaliers avec des pays hors Schengen non plus. C'est vraiment, ils sont doublement enclavés dans l'espace Schengen, le Danemark. Donc je comprends pas leur problème. Enfin, je comprends pas le problème de madame, même pas madame, de Frederiksen, là, je sais pas ce qu'elle a. T'as un problème, madame, t'as vraiment un gros problème de géographie, là, faut retourner en cours, je crois. Le chancelier autrichien, je savais même pas qu'ils avaient un chancelier, Christian Stocker, a critiqué la politique migratoire de l'Espagne. Encore une fois, critiquer tant que vous voulez. Déjà, l'Autriche n'a pas de côte, voilà. Clairement, t'es jaloux. T'es juste jaloux parce que t'as envie d'aller te baigner et que tu veux pas parce que l'Autriche n'a pas de côte. Voilà, ben ça c'est con. Affirmant que les régularisations encourageaient l'immigration régulière et a averti que l'Autriche pourrait fermer temporairement. Pardon. Non, je tousse parce que là c'est encore plus drôle. Que l'Autriche pourrait fermer temporairement ses frontières de l'espace Schengen si la pression migratoire venait à s'accentuer. Mais mon ami, l'Autriche est enclavée, elle n'a pas de côte, donc tu ne peux pas nager jusqu'à l'Autriche. Et en plus, elle ne frontalière qu'avec des pays de l'espace Schengen. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment c'est possible? Comment tu peux fermer tes frontières? C'est pas logique. C'est juste tellement pas logique. Je crois que l'Autriche, c'est l'exemple le plus con de la vidéo parce que ils sont même pas frontaliers à n'importe quel pays qui n'est pas de l'espace Schengen, ils n'ont pas de côte. Comment tu veux arriver jusqu'à l'Autriche si t'es marocain? Quoi? Bref. Euh, donc, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. La rage est bientôt finie. La ministre autrichienne de l'Intérieur, Claudia Bauer, a accusé l'Espagne de distribuer de fait des billets d'entrée dans l'Union Européenne. Toujours pas. Tu comprends toujours pas la géopolitique, madame, mais c'est ok. Et a déclaré que le gouvernement autrichien soutenait la position de Giorgia Meloni. Top, on est ravis pour vous. De toute façon, tout le monde s'en bat les couilles de vous. Au final, l'Autriche, personne n'a quoi que ce soit à foutre en fait de l'Autriche. L'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas figuraient parmi les autres pays de l'espace Schengen ayant appelé l'Espagne à garantir le contrôle de la frontière extérieure de l'UE. Alors, encore une fois, en plus du fait que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, encore une fois, ne sont absolument pas des endroits où tu as envie d'aller en tant que migrant, euh, je comprends pas comment ils pourraient faire un meilleur job. Enfin, prenons la Belgique par exemple, qui a une côte de vraiment 200 mètres de long. Euh, qu'est-ce qu'il ferait s'il y avait des migrants de, je sais pas, mais en fait, il y a pas d'exemple parce qu'il y a aucun pays proche, relativement proche de la Belgique qui n'est pas dans l'espace Schengen. Je sais pas. L'Irlande est pas dans l'espace Schengen, donc techniquement ça peut marcher. Imaginons un Irlandais qui vient nager jusqu'en Belgique. Bon, non, en fait, ça marche pas parce qu'il est pas, il est blanc, donc ils sont pas, ils se rendront même pas compte que c'est pas un Belge. C'est con. Donc, faut prendre un exemple plus raciste, malheureusement. Euh, un Marocain qui vient jusqu'en Belgique. Bon, déjà, comment il fait? Comment il a fait? Je veux ses talents de nage. C'est fantastique, c'est incroyable.
Il arrive jusqu'en Belgique. Bon, supposons. Pourquoi la Belgique spécifiquement, je sais pas, parce que vraiment, encore une fois, c'est ultra dur d'accéder leur côte, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'il ferait, la Belgique, au final? Il les renverrait en France, hein, aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? Parce que c'est bien beau de le renvoyer à son pays, mais comment tu fais? Tu dois l'amener jusqu'à Bruxelles, prendre l'avion jusqu'au Maroc. Parce que tu peux pas dire, non, tu retournes là-bas. Ben non, c'est pas possible, en fait, c'est juste tuer un humain. Ou alors tu l'envoies en France ou aux Pays-Bas, mais du coup, après, t'accuses la France ou le Pays-Bas de mal gérer leurs frontières. La Belgique ne peut rien faire, en fait, dans cette situation, et tout comme l'Allemagne et les Pays-Bas, bien sûr. Donc, ça n'a aucun sens. Bref. Ah, maintenant, c'est... Ah, oh là 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 là. C'est mon préféré de toute la vidéo. C'est ma citation préférée de toute la vidéo parce que c'est la plus gore et la plus hypocrite que j'ai jamais entendue de ma vie, d'accord? Donc, on part à Israël. Parce que le représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, donc Danny Danon, déjà quel nom, mais fabuleux, mais qui s'appelle Danny Danon? Donc déjà, il a le prénom d'un comédien français, Danny Boone, et son nom de famille, c'est tout le monde se lève pour Danone, c'est un yaourt. Donc déjà, comment tu veux qu'on prenne au sérieux? En plus, il a déclaré que l'Espagne ne manque jamais une occasion de faire la leçon à Israël. Ah non, pardon, c'était pas ça. C'était pas celle-là. Non, il a dit un truc plus gore. Ah oui, c'est ça. Donc oui, bon, c'est déjà pas mal. Que l'Espagne ne manque jamais une occasion de faire la leçon à Israël et a affirmé qu'elle avait décrété l'état d'urgence à Ceuta en raison de ses politiques migratoires. Alors, premièrement, à Israël, petit message perso, vous n'êtes pas le centre du monde. On va commencer par ça. Euh, Clairement, si vous étiez pas en guerre actuellement et si vous n'avez pas de la bombe nucléaire, tout le monde s'en foutrait de vous royalement. Mais bon, ils seront importants, donc tant mieux pour vous. Bref, l'Espagne ne manque jamais une occasion de faire la leçon à Israël. En quoi le fait qu'il y ait des Marocains qui rentrent sur le territoire espagnol, c'est l'Espagne qui fait la leçon, qui fait la morale à Israël. Mais ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'il s'entend, le gars? Le gars, il est vraiment, il est allé à l'ONU, d'accord? Il est allé devant tous les pays de la planète pour dire, vous voyez ça? Ça, c'est une excuse pour se foutre de notre gueule. Ben non, en fait, là, clairement, tout le monde s'en fout d'Israël. Ils veulent le centre de l'attention dans cette crise entre beaucoup de guillemets, hein. Alors que, ben vraiment, ils n'ont rien à voir, mais rien à voir là-dedans. S'ils faisaient partie de l'espace Schengen, à la limite, mais c'est même pas le cas. Évidemment que non. Enfin, si des Israéliens arrivaient en Italie, tu crois pas qu'ils te refuseraient aussi? Mais pourquoi vous vous croyez supérieur? Arrêtez. Israël de vous croire supérieur, c'est pas ok. Bref. Il a ajouté qu'avant de continuer à critiquer Israël, l'Espagne devrait expliquer pourquoi elle maintient encore des enclaves coloniales en Afrique. Des enclaves coloniales. Sous-entendu, pourquoi vous faites de l'esclavage en Afrique? Non, en vrai, c'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est pas exactement pareil. Mais des enclaves coloniales en Afrique, coloniales, ça sous-entend que l'Espagne a des colonies en Afrique. Mais pardon, mais c'est toi qui, enfin, venant d'un pays qui est en train de coloniser techniquement un autre pays, hein, enfin qui l'a déjà fait d'ailleurs il y a 80 ans, mais qui est en train d'encore plus coloniser un autre pays, je trouve ça incroyablement cocu de dire euh, que, que l'Espagne est en train de coloniser le Maroc. Quoi? Donc, alors que tout le monde dit le Maroc colonise l'Espagne, oh là là, les Marocains ils sont dangereux, Israël dit que l'Espagne colonise le Maroc. Mais c'est le monde à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il raconte Israël? Je comprends pas. Enfin, c'est même pas Israël, c'est juste Danny Yaourt à la fraise qui dit ça, mais c'est ok. Donc, j'ai mal au cul. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, il est chiant lui aussi. Bref. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a raillé l'Espagne sur X, félicitant ironiquement le Premier ministre Sanchez et l'Espagne pour leur profond engagement en faveur de l'accueil de l'immigration et de la diversité humaine. Ah, t'es un petit rigolo, toi, mon petit Ben Gvir. Bon, déjà, t'es un merde, impossible à prononcer. Mais mon petit Ben Gvir, évidemment, toi, tu te fous de la diversité humaine, c'est assez logique parce que ben, les Palestiniens et les Arabes, tu les tues. Pas ouvertement, c'est pas toi qui les tues, parce que t'as évidemment beaucoup trop la flemme de le faire. Si tu pouvais le faire, tu le ferais. Mais tu soutiens probablement, bon, politiquement c'est sûr et mentalement c'est sûr, mais tu soutiens peut-être financièrement aussi cette crise. Je sais pas, hein, c'est une spéculation, mais c'est assez probable quand même. Donc,
Moque-toi de la diversité humaine autant que tu veux. Euh, T'es pas un pro non plus. Voilà. Ben Gvir a également exhorté l'Espagne à accueillir les habitants de Gaza, demandant le statut de réfugié dans le pays, tout en associant le gouvernement espagnol à une certaine sympathie pour le Hamas. Encore une fois, Israël croit qu'ils sont le centre du monde, donc il y a des Marocains qui arrivent en Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut forcément dire que l'Espagne est pro-Hamas. Voilà, Israël, c'est les professionnels de la théorie du complot, ils sont absolument fantastiques là-dessus. Franchement, ça devrait être un record du monde. Le pays qui a créé le plus de théories du complot à la seconde. Ce serait disputé entre Israël et ce pays que j'ai au-dessus de ma tête là. Bref. En parlant de ce pays que j'ai au-dessus de ma tête, le président américain Donald Trump a déclaré qu'en voyant ce qui s'était passé en Espagne, il a pensé que ce serait un sujet de discussion pour nos élections de novembre. Non, tout le monde s'en fout. Les Américains ne savent pas placer l'Espagne ni le Maroc sur une carte, donc ils s'en foutent. Si tu leur demandes ce qu'ils parlent au Maroc, ils vont probablement te répondre le marocain, donc franchement, ça ne sert à rien de faire ça. Ajoutant que des milliers de personnes envahissent l'Espagne en raison de lois laxistes, d'un mauvais gouvernement et de politiques trop à gauche. Encore une fois, ils sont arrivés par la nage. Qu'est-ce que tu voulais y faire? Bon, lui, en soi, non. Les États-Unis, en vrai, je comprends leur position là-dessus parce que c'est vrai que s'il y a des migrants mexicains qui arrivent par la mer, ils peuvent juste leur tirer dessus parce que c'est absolument légal. Donc, why not? Bref. Et j'arrête pas de dire bref dans cette vidéo parce que je sais pas comment conclure mes phrases sans que j'aille trop loin sinon. Un porte-parole du gouvernement américain a indiqué que le président Trump avait averti à maintes reprises les pays européens contre la mise en œuvre de politiques d'immigration d'extrême gauche et mondialiste, j'aurais dû mettre ça entre guillemets, qualifiant les politiques migratoires d'Espagne de destructrices et mettant en garde contre des crises de civilisation en Europe. Euh, oui, donc c'est la faute de la gauche, des mondialistes, voilà. Hein. Je vais même pas m'attarder là-dessus parce que Donald Trump a des soucis mentaux, le pauvre, il a vraiment des gros problèmes de conneries. Donc on va le laisser tranquille, le petit dodo. Euh, Ça vaut mieux, ça vaut mieux. Donc, le sénateur Ted Cruz a accusé le premier ministre socialiste de l'Espagne d'accorder l'amnistie à des millions d'hommes en âge de combattre venus d'Afrique. C'est fantastique cette phrase, venue d'Afrique. Ajoutant que la gauche déteste l'Occident et œuvre activement à sa destruction. Oui, j'aimerais juste revenir sur des millions d'hommes en âge de combattre venus d'Afrique. De sa bouche, ce venu d'Afrique sonne incroyablement violent. Je sais pas comment l'expliquer, juste ça sonne incroyablement violent de dire venu d'Afrique. Comme si, comme si l'Afrique était, bon déjà comme si l'Afrique était un seul pays, et en plus comme si c'était un pays barbare. Ben non. Je rappelle que l'homme le plus riche du monde actuellement vient d'Afrique, et l'homme le plus riche du monde de l'histoire venait également d'Afrique. Donc, ça ne veut rien dire. L'Afrique n'est pas un pays. Bon, déjà, l'Afrique n'est pas un pays, et c'est pas un lieu barbare, ni sauvage, ni qu'importe, tu veux dire par cette phrase. C'est une terre avec certes de la pauvreté, ça c'est sûr, beaucoup malheureusement dans beaucoup de pays, mais c'est aussi une terre riche dans tous les sens du terme. Donc, je trouve ça un peu arrogant. Pas qu'un peu d'ailleurs. C'est la dernière lancée, allez, on y est presque. D'anciens responsables de l'administration précédente, notamment Mark Levin et Michael Rubin, ont également condamné l'Espagne pour ses politiques d'immigration. Encore une fois, vous êtes américain, vous devrez en avoir rien à foutre de l'Espagne. Nigel Farage, lui je l'adore aussi, il est incroyable. Chef de Reform UK, a critiqué les politiques migratoires de l'Espagne. Alors, vous n'êtes plus dans l'Union Européenne. Au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous avez une enclave en Espagne, Gibraltar. Déjà, c'est tout. Euh, Nigel Farage, du coup, affirmant qu'elle encourageait l'immigration illégale et vaguement que des situations similaires pourraient se propager au Royaume-Uni et en Europe. Bon, déjà, c'est fantastique de séparer Royaume-Uni et Europe, parce que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne, mais ça fait quand même partie de l'Europe. L'Europe est un continent. Donc, de dire le Royaume-Uni et l'Europe, ben, c'est pas un continent, le Royaume-Uni. On aimerait bien que ce soit un continent, que ce soit loin, très très loin. Mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont toujours là, bien à côté de nous, là. On a même un pont entre nous deux, s'il te plaît. Euh, il a appelé un renforcement des contrôles aux frontières et a qualifié la crise de défi plus large pour la sécurité et la gouvernance européenne. Dernière phrase, l'UNICEF, donc on va terminer sur un point plus soft, plus doux. L'UNICEF a exprimé une préoccupation particulière face au nombre élevé de mineurs non accompagnés et a appelé à ce qu'ils soient identifiés et hébergés séparément des adultes dans des structures appropriées et protégées contre tout risque de traite ou d'exploitation. Voilà, et ils ont bien raison d'ailleurs.
Je me suis énervé cette vidéo et j'en suis désolé parce que c'est insupportable ces gens qui n'ont déjà rien à voir avec ça parce que l'Espagne s'en est démerdé comme un chef de cette situation, je trouve vraiment. Là, la situation est déjà réglée. On n'entend plus parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de problème. C'était même pas un problème. C'est juste des gens qui sont venus. La moitié, ils sont repartis. Les autres, ils ont été forcés de repartir. Bon, ok, ça c'est ok, dommage. Très triste. Des dizaines de personnes sont mortes. Euh, Certaines sont restées parce qu'elles ont eu l'autorisation de le faire. Certaines ont même été ramenées en Espagne continentale parce que, pardon, parce qu'elles ont eu l'autorisation. Elles ont même pas eu le choix en fait. Euh, Donc je vois pas ce que l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Tchéquie, tout le monde, les États-Unis et Israël viennent foutre là-dedans, même le Royaume-Uni, tout ça. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans en fait? Le problème est déjà résolu. Calmez-vous. L'Espagne ne va pas quitter l'espace Schengen parce que ces migrants sont arrivés par la nage. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils leur tirent dessus, qu'ils les tuent, qu'ils les butent, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? L'Espagne au moins ils sont humains. Ils n'iraient pas tuer des Marocains juste parce qu'ils franchissent une frontière. C'est complètement débile. Si une personne veut habiter dans un autre endroit, imaginons, t'es une personne, t'habites, je sais pas, en Bretagne, tu veux déménager à Nice, imaginons, pourquoi pas, ça pourrait complètement se comprendre d'ailleurs, je ferais pareil. Imagine, t'es breton et t'as envie de déménager à Nice, qui t'en empêche? Ben là c'est pareil, si t'habites à Casablanca et que tu veux déménager à Madrid, pourquoi t'aurais pas le droit de le faire? Juste parce que le Maroc et l'Espagne c'est deux pays différents, juste parce que le Maroc c'est un pays africain avec des Arabes et que les Blancs sont contre les Arabes, ou l'inverse peut-être même, je sais pas. Il y a aucune raison valable. D'autant plus que si, en étant, c'est un petit peu plus loin, techniquement, si tu viens de Bretagne et que tu as envie de déménager en Italie, tu peux aussi. Tu peux complètement. C'est possible. Tu veux même déménager aux États-Unis si tu veux, c'est compliqué, mais tu peux. Par contre, si un Africain, un Marocain veut faire ça, là, d'un seul coup, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'un pays dangereux. Bon, déjà, ça veut pas dire que eux sont dangereux, premièrement, et ou peu développés ou pauvres, je sais pas, peu importe. Il y a vraiment des Marocains qui sont tout aussi, enfin, la plupart des Marocains sont probablement tout aussi intelligents et tout aussi enfin, peut-être pas bien éduqués du coup malheureusement, mais ils seraient tout aussi humains, tout aussi civils s'ils avaient reçu une bonne éducation. Ceux qui ont reçu une bonne éducation au Maroc, ils sont probablement tout aussi humains et civils que la plupart des gens en Espagne. C'est complètement débile cet argument. C'est un problème de religion, j'imagine, probablement, l'islam et les chrétiens qui s'aiment pas, voilà, alors que c'est quasi la même chose. Au final, c'est pas le même livre, mais c'est quasi la même histoire quand même, hein. C'est juste que c'est pas le même personnage principal et du coup, ben, on n'est pas content là-dessus. Je sais pas quelle religion est un spin-off de l'autre, je me suis pas penché sur la question, mais c'est sûr qu'il y en a une qui est quand même globalement inspirée de l'autre. Donc, au bout d'un moment, il faudrait savoir c'est qui les copieurs, c'est qui a copié sur le livre de l'autre. Est-ce que c'est la Bible qui s'est dit tiens le Coran c'est intéressant, ou est-ce que c'est le Coran qui s'est dit tiens la Bible c'est intéressant? Je sais pas. De toute façon, les Juifs étaient là d'abord, premièrement. Euh, C'était eux les prums, donc tout le monde a copié sur l'histoire du judaïsme, premièrement. Et en plus, tout le monde déteste le judaïsme de manière complètement débile, encore une fois. Les chrétiens qui détestent les juifs, mais votre livre, c'est inspiré du judaïsme, en fait. Bref. Euh, je vais pas parler religion, enfin je vais arrêter de parler religion parce que c'est compliqué comme sujet, j'ai pas envie de me faire qu'on retrouve mon corps demain allongé par terre avec une mare de sang. Donc je vais plutôt m'arrêter là et aussi sur les questions de l'immigration de ça parce que je sais qu'il y aura forcément, enfin peut-être pas forcément, peut-être que tout le monde va se foutre de cette vidéo, j'espère, mais peut-être qu'il y aura des gens dans les commentaires qui vont me dire oui mais c'est complètement débile cet argument parce que ben, les Marocains c'est vraiment un fléau à la France et à l'Europe, à l'Espagne. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez une autre opinion, ben, franchement, je pourrais pas plus m'en foutre. Tant que vous tuez pas des gens directement ou indirectement, ben, écoute, c'est bien, c'est déjà bien, c'est déjà ça. On fait tous des erreurs, mais après, si tu repousses volontairement les Marocains à retourner chez eux, à se faire buter, bon, ben là, c'est une erreur plus grosse que tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Mais après, pourquoi pas, hein. Euh, Moi, je peux me regarder dans un miroir en me disant que si jamais j'étais président d'un pays et qu'il y avait 60 000 Marocains qui viendraient frapper à ma porte, ben, je les accepterais tous. Je me sens très bien par rapport à ça, franchement. Je peux complètement me féliciter sur ça, en fait. Enfin, clairement,
Là où l'autre en Allemagne, il s'est félicité sur une décision que Ursula von der Leyen a prise, il s'est auto-félicité sur un truc qu'il a même pas fait. Moi, je peux me féliciter sur le fait que, certes, ça ne va jamais se produire, mais si j'avais mon propre pays, ben, si les Marocains, je les inviterais tous, hein, clairement. Est-ce que c'est un problème de place? Peut-être, mais on peut en trouver de la place. Enfin, au bout d'un moment, s'il y a 60 000 Français qui naissent d'un seul coup, personne va se questionner, tout le monde va dire, ah, faut leur trouver une maison. Par contre, s'il y a 60 000 Marocains qui débarquent, là, tout le monde va dire, ah ben non, il y a plus de place. Euh, Pardon, mais il y a plus d'enfants qui naissent en France tous les jours que de Marocains qui arrivent ou d'immigrants qui arrivent. Donc cet argument, encore une fois, n'est absolument pas valable. Euh, Et je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le capitalisme, il faut se mettre au communisme, je sais pas quoi. Non, tout le monde a tort. Le communisme a tort et le capitalisme a tort. Tout le monde a tort. Donc, il faut trouver un autre système. Entre les deux, un système juste. Ce que les États-Unis ne font pas, ce que la Chine ne fait pas, ce que la Russie ne fait pas, ce que personne ne fait d'ailleurs. Personne n'a trouvé le système juste et il faut impérativement en retrouver un parce que ça commence à devenir grave. Quand tu vois qu'il y a vraiment 60 personnes qui sont mortes en essayant juste de traverser une frontière, de passer de là à là, et j'exagère même pas, techniquement une frontière c'est infiniment petit, euh, c'est complètement ridicule. J'ai plus rien à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'ai plus de voix non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit pays sur 10. Ça va être plus joyeux que cette vidéo où je me suis bien énervé au point de plus avoir de voix. Je vais me réveiller demain matin, je vais plus parler, je vais plus réussir à parler pendant une semaine là. Donc, pays sur 10, épisode 37, c'est la semaine prochaine. En attendant, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était très longue, elle était très vénère. J'espère que vous en avez retenu des choses. Donc voilà, l'Espagne, malheureusement, ils sont tombés du point le plus haut, ils ont gagné la Coupe du Monde, ils étaient mondialement reconnus comme ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, à se faire quasiment expulser, même peut-être même pas quasiment, peut-être qu'ils vont vraiment se faire expulser de l'espace Schengen. Par contre, s'ils sont expulsés de l'espace Schengen, je vais rager. Vraiment, je vais aller sur ma communauté et je vais défoncer les pays européens qui ont voté contre ça, là, les Italiens et les Autrichiens et les Finnois qui n'ont absolument rien à foutre là. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Je vais me taire parce que là c'est plus possible, je ne peux plus parler et je pourrais encore dire 1000 trucs, mais ce sera pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour le 37e épisode de Pays sur 10. Ce sera, j'espère, un petit peu plus joyeux. Bye les copains.